Parfait. Eh bien, du coup, bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux hein, pour ce webinaire consacré à Minecraft Éducation et à un projet qui s'appelle Mooncamp lié au spatial et qui peut s'appliquer à des élèves jeunes et plus âgés. Donc, du coup, on va aborder ici dans ce webinaire ce fameux jeu vidéo qui est Minecraft. Je pense que là, il vient de fêter son 15e anniversaire. Et je pense que dans la plupart des gens qu'on peut rencontrer, Minecraft, même si on n'y a jamais joué, je pense qu'on a déjà une petite idée de ce que c'est, parce que c'est un jeu qui a réussi à perdurer dans le temps et qui continue à être là, et qui a sa version accès éducation. C'est sur celle-là qu'on va se concentrer. Alors, d'abord un petit tour sur l'équipe, hein. Donc moi je me présente, je m'appelle Tommy, je suis professeur de sciences et ici je travaille à Scientotech comme chargé de projet STEAM, donc principalement autour des sciences et du FMTTN. Avec nous dans les participants, on a également Patricia, hein, qui est la coordinatrice de la Scientotech, et Adèle qui est responsable communication et qui se chargera de relever vos questions que vous pouvez, si vous en avez, mettre par écrit dans le chat et on prendra des moments de questions-réponses où, comme ça, elle pourra regrouper les questions éventuellement qui se regroupent. Mais voilà, si vous avez une question en tout cas qui vous traverse la tête, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et on y répondra en temps voulu. Alors Patricia, je te propose de commencer ce webinaire en parlant de Mooncamp et D0 Belgium. Et tu es là, Patricia. Voilà. Ben voilà. Donc, en fait, je voulais vous introduire le webinaire qui est fait dans... Vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez on pas? t'entend. On, Si, Vous on si, on m'entendez t'entend. pas? t'entend. On t'entend. Pardon. Donc, je voulais vous introduire ce webinaire qui est fait dans le cadre du projet Zero Belgium et dans lequel il y a 5 projets, dont un des projets s'appelle Mooncamp. Alors, Mooncamp, c'est en français, c'est camp lunaire. Et donc, le principe de base du camp lunaire, c'est de construire une station lunaire. Alors, jusqu'il n'y a pas longtemps, l'Agence spatiale européenne proposait de le dessiner pour les plus jeunes à l'aide du logiciel Tinkercad et pour les élèves les plus âgés à l'aide de Fusion 360. Et plus récemment, ils se sont dit que c'était trop restrictif, cette approche, et que donc ce Mooncamp pouvait être conçu avec d'autres moyens. Et Tinkercad est un des moyens qui a été proposé. Donc, comme on sait que les jeunes, ils pratiquent pas mal Tinkercad à la maison et qu'on se dit que c'est quand même intéressant qu'à l'école, ils puissent réinvestir ce genre de logiciel, on vous a proposé l'exposé qui va suivre. Alors, contextualiser complètement, Tommy, je ne sais pas si tu peux mettre la page E0 de Mooncamp. Donc, Mooncamp, c'est concevoir cette station lunaire. Donc là, vous voyez les différents projets hein, sur la page de E0. Mais en concevant cette station lunaire, non seulement vous allez devoir la concevoir d'un point de vue architectural, hein, donc alors là, Tommy est en train de passer sur la page et il y a par exemple Anne Leclerc qui a fait un projet avec ses élèves de 4e primaire. Donc, vous avez d'une part le fait que vous allez devoir construire physiquement cette base lunaire en devant prendre en compte différentes choses. Mais au-delà de la base lunaire et du fait que vous la construisez et que vous la conceviez avec les enfants, eh bien, on va devoir prendre en compte quelles sont les conditions, entre guillemets, de science qui sont différentes pour l'élève. Par exemple, ben, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc quand on sort, on doit obligatoirement être avec la combinaison. Il n'y a pas d'énergie, donc ça permet de déjà raconter aux élèves que s'il n'y a pas d'énergie, ben, la seule énergie sera l'énergie solaire, parce que comme il n'y a pas d'atmosphère, ben, il n'y a pas de vent. Et donc, il y a même, le jour où il y aura des bases lunaires comme celle-là, il faudra même réfléchir de comment les différents spationautes qui seront là sur la base devront interagir entre eux. Et donc, voilà. Donc là, on va vous expliquer Minecraft.
Maintenant, le Tinkercad, je viens de voir une question de comment l'utiliser en primaire. Ça a fait l'objet, Tommy en a fait quelques-uns, d'autres propositions et d'autres moments. Donc, si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à nous écrire et qu'on peut vous accompagner. Alors ça, c'est quelque chose qui est super important. Donc là, on va vous mettre l'eau à la bouche et on va vous montrer qu'il y a moyen de faire des super chouettes choses. Et puis, quand vous allez retourner chez vous, peut-être que vous allez dire, oui, bon, Tommy, il est bien fort, il a bien l'habitude de tout ça. Mais moi, tout seul, comment je fais quand je mets tout ça en œuvre? Et donc, ce qui est super important, c'est que nous, en fait, ce genre de conférence, c'est toute une globalité. C'est-à-dire que vous allez avoir maintenant, et je ne vais pas la faire trop longue, la conférence de Tommy qui va avoir plein de choses à vous dire, mais on peut aussi vous accompagner. Donc, il y a nos numéros de téléphone, il y a l'email sur le site E0 et vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez et on vous accompagne pour faire les projets dans vos classes. On ne vient pas dans vos classes, mais on vous accompagne et on vous aide à vous proposer tout le matériel qu'il faut. Si quelqu'un a envie de faire du Tinkercad, on fera une formation Tinkercad là en la proposant à d'autres. C'est vraiment à la demande, on est vraiment là pour vous accompagner et vous aider à mettre tous ces projets, en œuvre. Voilà. D'ailleurs, dans le projet stémentiel, il y a, différents protocoles pédagogiques, avec Tinkercad, hein, Tommy. Tu me dis si je me trompe, Oui, mais, c'est ça, exactement. donc ça, tu peux mettre ça, le W stémentiel, Adèle, dans la conversation. Donc là, il y a déjà des projets. Donc voilà, là, je vais laisser la place à Tommy, mais donc surtout, si vous avez envie de vous lancer dans ce projet-là, contactez-nous et on vous accompagnera à ce niveau-là. Voilà, je vais laisser la place à Tommy. Super. Donc voilà, je précise quand même deux, trois petites choses. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site Zero Belgium hein, qui propose à la fois ben, du coup tous les projets. Nous, on va se concentrer ici sur Mooncamp, mais il y a aussi pas mal de ressources pédagogiques. On propose évidemment un accompagnement individualisé, etc. Ça va, donc voilà une première ressource. Et ici, l'utilisation de Minecraft, parce que vous allez voir que Minecraft, on sait faire énormément de choses. Ici, nous, on va se concentrer sur le domaine de l'espace, mais je vous proposerai quand même deux, trois exemples autres dans d'autres disciplines. Donc voilà. Alors, démarrons avec ce fameux Minecraft, c'est quoi? Alors, je vais pas. Donc, il y en a certains ici dans les participants qui ont peut-être déjà joué à Minecraft, qui ont peut-être des enfants qui jouent à Minecraft, qui ne comprennent peut-être pas pourquoi les enfants adorent Minecraft et jouent à Minecraft. On va essayer d'abord de découvrir un peu c'est quoi ce jeu et pourquoi est-ce que 15 ans après, il y a toujours une énorme communauté autour de ce jeu vidéo. Et ensuite, on verra ce qu'on peut en faire dans un contexte plus éducatif. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de vous faire un peu participer. Vous connaissez peut-être WooClap. Adèle va remettre dans le chat, si tu l'as sous la main, le lien vers... C'est fait. super. Donc, dans le chat, vous avez un lien vers un WooClap donc, qui va nous permettre de poser deux, trois questions et de faire un petit sondage de l'Assemblée. Donc, si vous savez cliquer sur ce lien ou simplement aller sur wooclap.com et le code d'événement, c'est E0. Donc, je vous attends tous sur WooClap qui est ici derrière. Hop, voilà. Hop, alors, je vais regarder. Voilà, ici j'ai 25 participants, donc n'hésitez pas à vous connecter dessus avec le lien qui est dans le chat. Alors la première question que je vous pose, c'est quel est le niveau scolaire de vos apprenants? Alors si vous travaillez dans le milieu associatif, ben, vous avez certainement peut-être une idée du niveau scolaire. C'est un peu pour nous regarder ce qui se passe un peu dans l'assemblée. On voit qu'il y a quand même pas mal de secondaires inférieurs. On a un peu de primaire en P1, P2, P3, P4, P5, P6. On a un peu d'enseignement supérieur. Donc, voilà, ça semble en tout cas relativement équilibré. N'hésitez pas quand vous utilisez WooClap à cliquer sur le valider qui est tout en dessous. Je sais que sur les smartphones, il y a le bouton valider. On oublie parfois de le faire.
Super, voilà, comme ça on a une petite idée des personnes qui participent ici à ce webinaire, en tout cas du niveau scolaire des apprenants. Parfait. Alors je vais passer à la question suivante. Excuse-moi de t'interrompre. On me Oui, demande s'il y en a qui ont voulu participer mais qui ont plusieurs niveaux scolaires. N'hésitez pas peut-être à les indiquer dans le je ne chat sais pas comme si, ça. j'avais coché, enfin je ne sais pas s'ils peuvent mettre plusieurs réponses, mais Je ne pense pas si la question a été posée, ouais, mais ben voilà. Bah, mettez celui que vous avez le plus. Parfait. Alors, question suivante qui est qui va nous permettre de faire un nuage de mots. Selon toi, quels sont les bénéfices d'utiliser Minecraft, en classe avec des élèves ou même en dehors de la classe avec, des jeunes, si vous travaillez dans le milieu associatif? En un mot, comment est-ce que vous pouvez, résumer ces bénéfices? On voit que motivation apparaît en grand, créativité, ludique, engagement, collaboration. Alors les mots bougent, mais, on comprend, très, très vite, cette idée. Ma créativité et motivation qui reviennent en premier. Vous allez voir que on va beaucoup parler de créativité et également de motivation, donc vous êtes parfaitement dans le bon. Alors super intéressant de voir un peu, ces nuages de mots. Interaction, visualisation, acteur, collaboration. Super! Ah, pas mal d'idées en tout cas. Jeu 3D, intérêt, plaisir, autonomie. Ce sont des mots qui vont à chaque fois revenir dans la petite présentation ici. Alors, je vais passer à la question suivante, qui est voilà, une question un peu plus globale. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire à ce webinaire? Ça, c'est un peu de curiosité. Alors là, je pense que je ne l'ai pas mis en nuage de mots, je vais le mettre en liste, ce sera peut-être plus facile. La curiosité, apprendre à utiliser Minecraft, améliorer mes cours. Je ne connais pas du tout le jeu et ça va être l'occasion de découvrir, ce jeu qui est gravé en tout cas dans la culture. On en entendra encore beaucoup parler, on en entend encore beaucoup parler. Moi, c'est un des rares jeux vidéo, qui après 15 ans m'attire toujours. Habituellement, on est sur des jeux, souvent très très éphémères, hein. On y joue une fois et puis, après 2 3 ans après, on a tourné la page et on passe à autre chose. Et bien Minecraft continue, en tout cas, à attirer, à la fois les parents et les enfants. Apprendre à l'utiliser pour le FMTTN, on y viendra aussi. Les représentations négatives de certains qui sont parfois faussées. C'est vrai que, c'est un long sujet, hein, ce sujet du jeu vidéo qui a parfois, je dirais des connotations un peu négatives. Rencontrer les enseignants motivés par Minecraft, permettre à tous de participer, découvrir des mondes. On a beaucoup de découvertes, on parle un peu de FMTTN, de compréhension, de découverte de jeux et c'est vraiment l'objet de ce webinaire, hein, c'est de découvrir le jeu dans un contexte, lié aux sciences, à l'espace. Super! Bah, voilà, comme ça on a une petite idée. Alors, je vais regarder pour ma ah oui, j'avais prévu 2 autres questions, mais ça c'est, je dirais, beh, un peu sous forme de QCM, hein, pour savoir un peu ce que vous connaissez du jeu. À votre avis, Minecraft a été développé initialement en combien alors là, je j'ai faussé évidemment la question parce que j'ai du coup, j'ai mis en combien de jours? Heu, effectivement, pour ceux qui ont bien lu la question. Et en plus, j'ai mis 2 fois jour. Donc voilà. Question, très mal posée avec des questions, enfin des propositions de réponses. Mais en tout cas, vous avez compris que ce jeu, qui persiste encore 15 ans après, a été construit et conçu en seulement 6 jours. Après évidemment, il a été amélioré, il y a eu des versions test avant d'être lancé au grand public. Mais, ce jeu qui persiste encore à l'heure actuelle a été conçu en seulement 6 jours. Alors j'ai une deuxième question qui normalement a été, un peu mieux posée. Alors, il y a un personnage, qui est assez emblématique de Minecraft. D'ailleurs, c'est souvent l'emblème du jeu. On appelle ça un creepers. Est-ce que vous savez, comment est-ce que ce personnage emblématique du jeu a eu enfin, a été conçu? Est-ce que, ouais, OK.
Et donc du coup, c'est un monstre, assez particulier puisque, alors les joueurs n'aiment pas beaucoup les creepers, hein, parce qu'ils arrivent, tout discrètement et puis quand ils sont à proximité, ils explosent et donc ça casse les constructions. Eh bien, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le bon. En fait, il s'agit d'une erreur de programmation. Quand ils ont commencé à construire le jeu, hein, ils ont codé le jeu. Initialement, ils voulaient faire un cochon, sauf que dans le code de création du personnage, eh bien, du coup, ils l'ont mis debout, hein. C'est pour ça qu'il a 4 pieds, parce qu'initialement, c'était un cochon. Mais en tout cas, ils l'ont mis de manière verticale et ils se sont trompés dans la couleur. Ils ont mis du vert à la place du rose. Et puis finalement, ils ont décidé de garder ce personnage, de lui donner un petit nom sympa et d'en faire un méchant dans le jeu. Parfait, on va revenir sur le webinaire et on va continuer la présentation avec Minecraft en bref. Il faut savoir que Minecraft, c'est 95 langues, hein, donc c'est international, hein, inévitablement. 140 millions de joueurs chaque mois. Imaginez-vous un peu ce que ça représente en termes de personnes, hein. Donc ça veut dire qu'il y a une communauté très très grande autour du jeu. 238 millions d'exemplaires vendus, et encore je pense que ce ne sont pas les chiffres actuels et qu'il faut que je les actualise, donc on est à un peu plus. On a vraiment un jeu qui est bac à sable, hein. Vous connaissez les Lego, eh bien Minecraft, on compare ça au Lego, mais de manière virtuelle. C'est pour ça que j'ai indiqué Lego numérique pixelisé. Alors, petit mot sur ce qu'on appelle le serious game et le serious gaming, hein, voir un peu la différence. En fait, le serious game, c'est un jeu vidéo, ici, un pensé pour être éducatif, et le serious gaming, eh bien, c'est un détournement d'un jeu classique dans un contexte pédagogique. On peut par exemple penser à SimCity. Pour les plus anciens, vous connaissez peut-être ce jeu où on devait construire des villes. Initialement, SimCity a été pensé pour être un jeu de divertissement, et puis au fur et à mesure, eh bien, du coup, on en a fait un jeu à caractère éducatif. Eh bien, Minecraft, on est vraiment à la frontière entre ces deux univers. C'est un jeu qui initialement n'a pas été conçu pour être pédagogique, mais on y a très vite vu du coup, l'aspect éducatif qu'il y avait derrière ce jeu vidéo. Est-ce que, Adèle, il y a déjà peut-être des questions dans le chat? Il n'y a pas de questions, mais donc si vous en Ok. avez, je vous invite à le faire. On m'a demandé simplement, si l'enregistrement du webinaire serait disponible par la suite. Tout à Oui. fait, on vous l'enverra certainement par email, enfin en tout cas, on vous fera parvenir le lien. Voilà, parfaitement. Voilà, donc si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas tout au long de la présentation ici de les mettre dans le chat, comme ça on pourra les relever et y répondre en temps voulu. On demande par contre à quel âge commencer? J'imagine, à partir de quel âge peut-on jouer à Minecraft? Alors du coup, moi j'ai croisé des enfants qui jouaient déjà très tôt. Voilà, à partir, enfin j'ai déjà vu des enfants à partir de 5 6 ans commencer à s'intéresser à Minecraft. Après, je pense, le tout c'est de voir à partir de quel âge est-ce qu'on autorise un enfant à jouer aux jeux vidéo et dans quel cadre. Et après, du coup, c'est un jeu qui démarre très jeune, hein, et du coup, qui va augmenter en âge puisqu'on a des adultes qui y jouent, puisque c'était en fait les ados de l'époque de sortie du jeu. Donc c'est un jeu en fait qui balaye très large et on a souvent des enfants qui s'intéressent au jeu parce que les parents y jouent ou y jouaient. Donc voilà. Donc on peut déjà démarrer relativement jeune. Bien évidemment, on reste sur un écran, on reste sur un jeu vidéo, donc on doit bien cadrer ça et penser évidemment au temps d'écran et tout ce qui va avec. Mais on peut commencer relativement jeune. Mon fils ici de 5 ans a déjà essayé pour se repérer dans l'espace, etc. Voilà, c'est un très bon exercice. Et une autre question Oui. qui émerge, alors on demande si on dispose déjà d'une version classique de Minecraft, est-ce qu'on peut passer en mode éducation? Et est-ce que la version éducation est payante ou gratuite? Alors, pour la version, donc il faut bien différencier les deux. Donc, on a une version éducation et une version classique. Les deux sont différentes. En fait, la version éducation est très cadrée au niveau de la manière de se connecter, puisque je ne sais pas si vous savez, mais il y a quelques années, Microsoft a racheté
à rajouter Minecraft. Et du coup, dans la version éducation, il faut impérativement avoir un compte scolaire Microsoft Éducation pour se connecter. C'est pour ça que par mail, je vous ai communiqué une adresse. Alors, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Le gros avantage, c'est en termes de fournir une adresse mail à un élève, puisque Microsoft Éducation cadre quand même ça, on pense au RGPD, etc. Donc, il faut un compte Microsoft Éducation pour pouvoir jouer à Minecraft. Maintenant, moi, je sais que je l'ai déjà fait pour des enseignants qui voulaient tester, c'est fournir des comptes pour permettre de mener une activité Minecraft sans problème. Ça va? Donc voilà, mais j'y reviens. Et alors du coup, pour le fait de savoir si c'est payant ou pas, dans les versions, sans trop rentrer dans les détails, hein, mais dans la version Microsoft Éducation que les écoles peuvent souscrire, eh bien, il y a une version gratuite hein, qu'on appelle la version A1. Et dans cette version gratuite, si vous créez un compte enseignant, il a accès à 25 connexions. Donc il y a un décompte qui se fait au-delà des 25 connexions. Eh bien, du coup, on lui demande de prendre une licence. Les licences sont de mémoire à 5 euros par utilisateur et par an. Moi, je les ai pris une fois parce que mon école n'avait que des versions gratuites enfin, des licences A1, donc gratuites. Et donc, j'ai demandé à l'école d'acheter, je pense qu'on a payé entre 80 et 100 euros pour l'année. Et donc, j'ai pris une quinzaine de comptes sur l'année. Ou alors vous avez les licences A3 que certaines écoles ont, et là, Minecraft est accessible sans problème. Ça va, en illimité. Alors, utiliser Minecraft en classe, pourquoi? Eh bien, du coup, là, on arrive à la partie, je dirais, éducation du jeu, hein. Pourquoi est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser en classe? Alors, moi, je démarre toujours avec cet exemple et je remercie Jérôme qui est ici parmi les participants parce qu'un jour, c'est lui qui, en suivant une conférence sur Minecraft, c'est lui qui m'a donné cette idée. Mais en tant que prof de sciences, évidemment, cette idée me parlait. Peut-être qu'il y en a ici dans les participants qui se souviennent de ce fameux tableau des éléments, hein. Ça va, qui est assez compliqué à faire retenir aux élèves. Pourtant, quand on compte, il y a une trentaine d'éléments à faire mémoriser. Et on sait que c'est assez compliqué, qu'on doit se battre pour que ces élèves mémorisent ces symboles chimiques, alors que, eh bien, du coup, les symboles chimiques sont très importants pour la suite, donc inévitable. Ça va? Eh bien, du coup, sachez que il y a ceci. Alors, vous ne savez pas lire, c'est normal. Ceci, en fait, c'est un tableau Excel qui reprend l'intégralité des 1015 Pokémon, les niveaux, les évolutions, les forces, les faiblesses, etc. Et moi, je me suis très vite rendu compte qu'en fait, j'avais des élèves de troisième secondaire, puisqu'on apprend les symboles chimiques en troisième secondaire, qui ne savaient pas mémoriser ceci, mais par contre, quand on leur posait des questions sur ce tableau périodique, ils savaient parfaitement y répondre, ils savaient à quel niveau Pikachu évoluait, quelle attaque est-ce qu'il apprenait, ses faiblesses, ses forces. Et finalement, le constat dans tout ça, c'est que ce n'est pas une question de capacité, de nombre de choses à mémoriser, mais c'est plutôt une question d'intérêt, puisque quand vous jouez au jeu Pokémon, que vous devez faire des combats, eh bien, ceci est évidemment très important. Ça va? Et puis, eh ben, le résultat de tout ça, c'est de se dire qu'on peut associer l'utile à l'agréable et apprendre, pourquoi pas, les symboles chimiques dans Minecraft. Vous allez voir, quand je plongerai dans le jeu, il y a un petit élément qui permet de recréer les symboles chimiques en y mettant le nombre de protons, d'électrons, etc. En fait, on génère les symboles et on peut reconstruire comme ceci le tableau périodique. Alors, Minecraft en classe, j'ai fait un petit récapitulatif. Bien, en plus, c'est des choses que vous avez déjà dit hein, dans le nuage de Beau, hein, mais c'est un jeu qui est connu et souvent maîtrisé par la plupart des élèves, hein. Sur une classe, habituellement, il y a au moins un élève sur deux qui joue au jeu, qui connaît ses bases. Donc les élèves ne sont pas perdus en fait quand ils se retrouvent dans cet univers qui s'apprend relativement vite. Euh, on développe la créativité dans les 30 petites secondes. J'ai
Voilà, désolé. Donc je vous disais, on développe la créativité, on crée du contenu numérique, on motive les élèves, on gamifie les apprentissages, on apprend à collaborer, très important, on est rarement dans le jeu tout seul, on développe l'autonomie, on permet, de mener à bien des projets, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir ici. Alors, petite astuce que je vous donne en tant qu'enseignant donc là, je mets ma casquette de prof, en tant qu'enseignant qui a déjà utilisé le jeu. Ça reste un outil numérique. On met des élèves sur un ordinateur, des élèves parfois très jeunes, sur un ordinateur, sur une tablette. Et donc, c'est très important, dans le cadre d'une utilisation d'un outil numérique, de prendre un moment pour créer une charte d'utilisation avec les élèves. Ça va? Hem, cette charte d'utilisation est utile parce que, si on la fait co-construire par les élèves, les règles vont venir d'eux-mêmes. Et au moins tout le monde est sur le même pied d'égalité. Souvent, on essaie de faire, coller la charte déjà aux règles de vie en classe, mais par exemple, c'est, bien ne pas aller, casser ce que le copain a construit, juste parce que c'est marrant d'aller placer de la TNT qui explose à côté de la maison qu'il vient de construire. Ça va? Donc c'est en tout cas des règles qui permettent de cadrer l'utilisation du jeu et vous allez voir qu'en prenant un petit moment pour passer, par cette création d'une charte, bah, il y aura d'office moins de problèmes dans le jeu. Ça va, ça c'est vraiment un petit conseil avec ma casquette d'enseignant. Alors, souvent, quand je parle de Minecraft, on me dit toujours, oui, bah voilà, on doit utiliser un jeu vidéo en classe et donc l'élève va d'office être tout le temps sur un écran. Eh bien, détrompez-vous. En fait, Minecraft n'est qu'une petite partie du coup, de toute la démarche du projet. Parce que si vous avez déjà mené des projets en classe, il n'y a pas que la construction, mais il y a aussi toute la phase de préparation. Si on prend comme exemple la construction d'une station dans l'espace, eh bien avant, on va devoir peut-être faire des visites sur le terrain, rechercher des informations, rencontrer des professionnels, collecter des infos, analyser des documents, etc. Donc on va devoir collecter toute une série d'informations, mettre ça sur papier, hein. Si on fait le plan d'une station, c'est toujours bien de prendre une feuille de papier, un crayon et de dessiner à l'avance les plans, identifier les matériaux qu'on va utiliser, et ensuite, on va seulement réaliser la maquette dans le jeu. Et donc, ça ne représente, alors souvent, sur une activité, on fait 2 tiers de déconnecté et 1 tiers dans le jeu. Ensuite, on prévoit quand même un moment de rétroaction avec les élèves. On regarde un peu un peu un recul sur ce qu'ils ont construit. Et puis après, il y a tout le processus d'intégration à l'activité de synthèse. Regarder un peu ce que les autres ont construit, pourquoi, quelles sont les choses qui vont, quelles sont les choses qui ne vont pas, etc. Moi, j'ai été assez impressionné. Alors, je suis un joueur, ou en tout cas, j'étais un joueur de Minecraft, mais j'ai été assez impressionné par la rapidité de construction des élèves. Parfois, on leur dit, ben voilà, construis une fusée, et on a l'impression que ça va prendre 2 heures, et en fait, déjà en 10-15 minutes, on a déjà des choses qui prennent forme. Ça va? Alors, j'ai quand même mis quelques photos d'une activité que j'ai menée en classe. Vous voyez qu'il y a quand même des phases de réalisation où ils sont rarement tout seuls, hein, ils communiquent, donc ils sont tout seuls sur un ordinateur, mais tous ensemble dans le même monde. Mais avant ça, on avait une phase de préparation sur papier et on a une phase d'intégration. Ici, j'ai utilisé un outil de quiz avec des QR codes pour avoir un peu les avis des élèves par rapport à l'activité qui avait été menée. Et ici, l'activité en question, c'était non pas de construire une station dans l'espace, mais construire la ville de demain. Donc, je leur avais donné comme objectif, à votre avis, comment est-ce qu'on imagine la ville en 2050? Et on avait fait toute une phase de préparation avant la construction. Et la construction, voilà, je pense que sur l'activité avait pris 4 heures et la construction 1 heure sur les 4. Alors, j'en avais parlé, hein, il y a quand même quelques liens avec les nouveaux référentiels qu'on peut faire. Vous allez voir qu'en fait, dans Minecraft, les liens, ils sont énormes parce que vu que c'est du bac à sable, vu que vous pouvez construire
beaucoup de choses, et bien du coup, les liens avec les référentiels sont également multiples. Alors ici, j'ai pris un simple exemple pour vous montrer que déjà avec cet exemple-là, on peut cibler quelques attendus dans le référentiel. J'ai supposé qu'on partait sur notre construction de station dans l'espace et qu'on allait construire un module spatial pour produire de l'énergie thermique, parce que je ne sais pas si vous savez, mais dans l'espace, il fait froid et il faut chauffer cette station. Et donc voilà, je suis parti sur l'énergie thermique. Imaginons que l'activité se mène avec des élèves de sixième primaire. Eh bien, j'ai trouvé quelques points en sciences et FMTTN qui peuvent, voilà, quelques attendus qui peuvent être réalisés. Et on peut répondre à ces attendus avec cette activité. Par exemple, citer différentes ressources d'énergie pour chauffer, énoncer plusieurs formes d'énergie qui peuvent se transformer en énergie thermique, hein, mécanique, lumineuse, électrique, chimique, etc. Mettre en évidence expérimentalement, donc là on peut faire des petites expériences pour savoir comment isoler correctement un objet pour conserver la chaleur, hein. Ça voudrait dire que dans Minecraft, on va faire un choix de matériaux différents pour essayer d'isoler. Alors c'est de l'isolation évidemment virtuelle, puisqu'il n'y a pas de chaleur dans le jeu, ou en tout cas le joueur ne ressent pas la chaleur. Mais on peut faire toute une phase plus expérimentale là-dessus. Ça, c'est pour la partie science. Et maintenant, on arrive dans le FMTTN avec cette même activité. Dans le référentiel, toujours en P6, eh bien, on remarque qu'il y a un attendu qui dit, ben voilà, il faut représenter en 3D, donc sous forme de maquette. Alors ça peut être maquette virtuelle ou maquette réelle, un objet technologique. Ici, c'était notre station dans l'espace, en traduisant son fonctionnement et l'action produite. Sélectionner un outil ou une application, bien ici c'est Minecraft, ou un logiciel en fonction de l'intention. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser Minecraft et pas autre chose? Utiliser les fonctions principales d'un outil de création de contenu, et Minecraft est un outil de création de contenu. Donc avec une activité très très ciblé ici de construction d'un module spatial pour produire de l'énergie thermique, on a déjà quelques attendus euh, dans une année donnée en FMTTN et en sciences. Ça va? Et j'aurais même pu aller un peu plus loin et regarder dans le référentiel de mathématiques, et je suis persuadé qu'il allait peut-être avoir des choses en géométrie, sur les mesures, sur les aires, sur les échelles, etc. Ça va? Alors, quelques exemples de projets. Adèle, tu as peut-être des questions euh, déjà Oui, dans le chat. tout à fait. Oui, il y en a plusieurs. Donc Comme la ça, première, comme ça, j'ai l'impression de ne pas être tout seul. non, tout à fait, je voulais pas Dis-moi. t'interrompre avec, Non, non, mais avec le vas-y, reste. dis-moi. Donc, la première question était, comment on fait pour avoir un compte scolaire, pour accéder à Microsoft Education? Minecraft Education, pardon. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais moi, je vous conseille de contacter Sébastien Place. Je pourrais vous donner quelques coordonnées de personnes à contacter qui peuvent accompagner votre école. Alors, c'est gratuit pour les écoles, donc ça n'engage à rien. Moi, quand j'ai débuté Minecraft, j'ai créé donc il faut simplement un nom de domaine, mais ça, souvent, les écoles en ont. Donc le nom de domaine, c'est par exemple l'adresse de votre site, du site internet de l'école. Et puis en fait, la plateforme se crée. Il y a deux, trois petites démarches un peu plus administratives à faire avec la direction. Et ensuite, bien, il y a un espace qui est créé sur Minecraft Éducation, et on peut comme ça créer des comptes qui sont du coup RGPD. Voilà, on peut créer une flopée de comptes, dont des comptes de test, par exemple, uniquement pour utiliser Minecraft. Ça va? Donc, on n'a pas besoin pour des élèves. Moi, je ne donne jamais s'ils n'ont pas en tout cas d'adresse mail à leur nom, je crée des adresses Minecraft 1, 2, 3, etc. Et c'est ces comptes-là qu'on utilise. Voilà. C'est pour répondre à la première question. Et tout ça est gratuit, évidemment, pour Donc la la création. deuxième, je pense que tu y réponds, c'est donc un seul compte suffit pour connecter sa classe. Il faut donc soi-même créer des comptes pour les différents élèves. C'est bien ça? C'est ça. Donc en fait, il faut créer les comptes pour les différents élèves. En tout cas, un compte va permettre à un joueur de se connecter. Maintenant, ils peuvent être, ça dépend un peu de l'activité, comment elle est cadrée. On peut avoir un compte pour plusieurs élèves, mais il y en a qu'un qui pourra manipuler. Donc voilà. Et donc tu parlais de 25 connexions, il Oui, s'agit c'est de ça. Donc 25.
Dans la version gratuite, si on attribue une licence, encore une fois sans trop rentrer dans les détails techniques, si on attribue une licence étudiant au compte, il a 10 connexions et une licence enseignant, il a 25 connexions. Voilà. Après, à la 25e, il y a un message qui dit simplement qu'il faut maintenant acheter des licences. Soit l'école décide de passer en version A3, mais du coup c'est un peu plus cher. Soit c'est uniquement pour une activité liée à Minecraft. Et donc là, on achète les licences par package. Et là, je vous conseille de voir directement avec le référent numérique de votre école qui gère la plateforme. Mais dans le mail, je communiquerai quelques informations pour souscrire, en tout cas pour ouvrir un espace pour votre école enfin, à Microsoft Éducation. OK. Et toujours un peu dans cette question des comptes, qu'est-ce que tu conseillerais justement à quelqu'un qui du coup qui travaille pour une association mais intervient dans plusieurs écoles? Pareil de se créer un compte et différentes adresses? Alors pour les associations, c'est un peu différent parce que je pense que la création d'un domaine, je ne sais pas si les associations peuvent souscrire à Microsoft Éducation. Oui, je Euh, confirme, je confirme. À la Scientothèque, on a reçu des comptes d'éducation. ok, Il faut donc passer voilà, par Sébastien Place. c'est Mais ça. donc, Ouais. envoyez-moi un mail, j'ai mis dans le chat, envoyez-moi un mail et je vous donnerai le contact pour les avoir, pour les assos. Voilà. Et dans le mail récapitulatif, on mettra un petit passage là-dessus. Voilà, parce que souvent, c'est le frein, c'est ces comptes éducation qui peuvent freiner un peu l'utilisation d'une activité liée à Minecraft. Parfait. Et alors plus sur Minecraft en classe, il y a une question qui demande comment faire pour justement distinguer l'usage des enfants qui l'utilisent chez eux comme un jeu et la version éducation en classe, est-ce qu'ils ne vont pas reproduire inconsciemment ce qu'ils font normalement, chez eux? Attends, tu Réussir peux à juste, tu peux juste répéter la question? Oui, donc je vais la lire en fait. Comment Voilà. faire en classe pour distinguer la version éducation de la version classique dans les yeux des enfants? Ne vont-ils pas inconsciemment reproduire ce qu'ils font sur le jeu normalement comme à la maison? Alors, vous allez voir qu'une fois qu'on va plonger dans le jeu, il y a je dirais deux grands modes de jeu. Il y a le mode créatif, qui est souvent celui qu'on utilise, et le mode survie. Alors, souvent, quand les enfants jouent à Minecraft, ils sont plutôt en mode survie. Nous, on va plutôt aller en mode créatif. Maintenant, vous allez voir qu'en fait, les deux versions, hein, que ce soit la version normale, donc souvent celle que les enfants ont entre les mains, et la version éducation, sont très sensiblement les mêmes, hein. Il y a juste quelques ajouts. Il y a une bibliothèque de contenu, hein. C'est ça aussi la force de Minecraft Éducation. En fait, c'est tout le contenu qui est créé, qui est accessible directement. Mais en soi, je dirais qu'une grosse partie du jeu, en fait, est identique. Donc voilà. Après, n'oubliez pas que pour mener une activité comme ça, il faut évidemment la cadrer, ou alors vous faites vraiment des moments. Moi, ça m'arrive parfois parce que je sens que les enfants ont envie de construire un peu tout et n'importe quoi. Ben, du coup, vous prenez un énorme espace et vous leur dites, ben voilà, maintenant je vous laisse 10 minutes pour laisser libre cours à votre imagination et créer. En fait, c'est la même chose que des Lego, hein. Les Lego, si on doit faire une construction, soit vous cadrez, vous dites, bah voilà, maintenant on va construire un robot, soit vous mettez une boîte de Lego et vous construisez ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Super. Une autre question, lors de la phase de préparation, est-ce qu'en général les élèves connaissent déjà le jeu? Et pour réaliser le plan, est-ce qu'il faut connaître les blocs et les différents comportements qu'ils ont? Alors, comme je disais, hein, il y a souvent les élèves connaissent. Je dirais, moi, approximativement un élève sur deux joue au jeu, ou en tout cas connaît, ou y a déjà joué. Donc, je dirais que ce moment-là, il faut pas, il est très vite pris en main, en tout cas ce jeu. Une fois qu'on a réussi à déplacer le personnage, à trouver les blocs, etc. Appuyez-vous aussi sur les élèves qui connaissent le jeu, qui connaissent les blocs, qui connaissent les combinaisons de blocs et les comportements des blocs associés les uns par rapport aux autres. Donc, appuyez-vous sur ces élèves-là. Moi, quand je fais une activité sur Minecraft, je ne connais pas tous les blocs parce qu'en plus, les versions évoluent. Je ne connais pas tous les blocs, mais je m'appuie sur des élèves qui sont très forts là-dedans et qui ont l'habitude du jeu. Et donc, vous découvrez autant que eux découvrent. Et en général, c'est plutôt des garçons ou des filles qui connaissent, Minecraft? J'ai Est-ce pas que tu as de stats, mais j'ai en tout cas, je dirais que de manière globale, le jeu vidéo, alors
au départ était souvent, on associait ça souvent aux garçons, mais en fait, ici, là, en 2024, on a de plus en plus de filles qui s'intéressent aux jeux vidéo. Donc en classe, j'ai des groupes de filles, qui m'ont fait des choses, fabuleuses dans le jeu. Super. Ça, c'est un argument qu'on utilise quand même pas mal à la Scientothèque, c'est que nous, qui faisons de l'extrascolaire, on va avoir plus de garçons. Là, on a eu un stage de robotique la semaine passée avec 3 filles sur 12. On utilise cet argument du fait qu'à l'école, beh, les filles et les garçons sont exposés de façon équivalente et donc que si on veut que les filles s'y mettent et découvrent ce genre d'aspect, l'école est un endroit particulièrement privilégié de façon positive, quoi. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une activité moi, dans les activités Minecraft que j'ai déjà pu mener en classe, j'ai remarqué que c'était un moment où tout le monde s'y retrouvait, en fait, dans le jeu. Qu'on soit débutant, qu'on soit, utilisateur confirmé et cetera, ils arrivaient tous plus ou moins à trouver leur équilibre, dans ce jeu. Donc j'ai, rarement vu, voire même pas du tout, en fait, j'ai même pas de souvenir d'élèves, qui ne maîtrisaient pas le jeu et qui a dit: «Moi, j'arrête parce que mon voisin, il construit plus vite que moi». Donc tout le monde s'y retrouve, que ce soit les filles, que ce soit les garçons, que ce soit les joueurs débutants, ou pas. Que ce soit même, je vous disais à 95 langues Minecraft, donc c'est très international. J'ai eu un élève ukrainien dans ma classe pendant un an. Vous avez peut-être, eu, des élèves, qui ne parlaient pas du tout le français. Et bien Minecraft était la seule activité où cet élève s'y retrouvait. Et parce qu'en Ukraine, il jouait déjà à Minecraft et qu'il maîtrisait relativement bien le jeu, et bien du coup, il comprenait. Alors lui, il avait simplement mis son interface en ukrainien, mais en fait, je dirais, c'était le moment où en fait, il comprenait son voisin, quand il faisait les constructions. Ça va? Donc C'est possi vraiment très, très inclusif, comme jeu. Est-ce que c'est compatible aussi avec les tablettes Apple? Les produits Oui, Apple? ouais. Mmh. Compatible avec même les smartphones, alors c'est pas évident, mais même les smartphones, donc Apple, que ce soit iPad, que ce soit Mac, que ce soit, voilà, que ce soit Windows, même les Chromebooks, sont compatibles avec Minecraft. Voilà, donc ils sont vraiment ouverts à de nombreuses plateformes. Donc il y a vraiment beaucoup de questions, donc merci beaucoup d'être, aussi participatif. J'espère qu'on aura le temps de prendre le temps de répondre à tout le monde. Donc un élève peut-il importer une création réalisée chez lui sur son compte personnel, Steam? De quoi? Une autre question est de savoir si un élève peut importer une création qu'il a faite chez lui sur son compte personnel Steam. Hem, alors là, je vais m'appuyer sur sur, Jérôme qui est parmi nous et qui, maîtrise, le jeu puisqu'il donne beaucoup d'ateliers et de formations sur ce jeu vidéo. Je ne sais pas, Jérôme, si les mondes qui sont créés dans la version normale, enfin dans la version, je dirais, Java ou Bedrock peuvent être importés, dans la version éducation? Alors, Java, non. C'est vraiment Oui, c'est vraiment un Bedrock, jeu hein. très différent. En Bedrock, on peut utiliser un bloc spécial qui permet de faire en fait un copier-coller d'une zone de blocs. Et ça, on peut l'exporter en fichier autonome et le réimporter. Il y a des outils de conversion. C'est pas forcément simple, mais c'est faisable. OK. Mmh. Simplement, il faut s'assurer que la version qu'on a utilisée sur Bedrock soit la même que la version Ouais, Edu. Il y a c'est souvent ça. une version de décalage entre les deux. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Merci Donc c'est Jérôme faisable, pour, mais c'est un peu compliqué. Mais c'est pas merci pour cette insurmontable. précision. Super, merci. Je Parfait. ter je termine Dis-moi. peut-être alors avec Oui. une dernière question et puis on passera à la suite. N'hésitez pas si vous avez d'autres, questions par la suite, on y reviendra, lors des prochains moments de questions-réponses. Mais, Isabelle demandait si j'utilise Scratch, pardon, avec mes élèves, en 3e maternelle, est-ce une aide pour débuter avec Minecraft? Alors Scratch et Minecraft sont 2 outils totalement différents puisqu'ils n'ont pas le même objectif. Maintenant, ils ont quand même un point commun, et je vais en parler dans les exemples de projets, c'est que dans Minecraft, on peut faire du codage et qu'on retrouve du codage par bloc. Donc on retrouve en fait, je dirais
la même mécanique de codage. Donc on peut coder en fait un petit robot dans le jeu et le codage se fait par bloc. Donc si on a déjà fait du Scratch avant, bien du coup c'est intéressant puisque les élèves sont déjà habitués à cette mécanique d'empiler les blocs les uns en dessous des autres pour réaliser une séquence de code. Mais sinon, les deux outils sont différents, hein. C'est le seul point commun qu'ils ont. Donc voilà. Je vais avancer dans les exemples de projets. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas évidemment à les mettre dans le chat. Mais j'aimerais bien, avant de démarrer le moment d'inspiration pour les différents projets, de vous dire qu'en fait, ben, tous les projets sont bons à être réalisés. On peut faire des petits projets comme on peut faire des grands projets comme la construction d'une station dans l'espace, mais on peut démarrer, et c'est souvent ce que je conseille, avec des moments de création de pixel art, hein. Vous connaissez certainement tous le pixel art, les enfants adorent. Souvent, on le fait sur papier, on donne des modèles. Avec les plus petits, on peut faire même de la symétrie, on donne une partie du modèle et puis après on doit reproduire l'autre moitié, et bien du coup on peut démarrer en leur donnant des exemples de pixel art et ils doivent eux-mêmes aller chercher les bons blocs de couleurs, etc., pour reproduire un pixel art dans le jeu. Et c'est d'ailleurs le moment que j'utilise pour faire de la collaboration. Donc je leur dis maintenant vous êtes à deux, vous avez le même pixel art à réaliser, collaborez pour le faire. Alors souvent on voit des élèves qui le mettent debout, d'autres qui le mettent couché, ou alors ils ne sont pas du tout partis sur la même échelle parce que j'avais donné une échelle à respecter, etc. Donc c'est vraiment un moment de découverte du jeu où il n'y a pas trop de prise de risque, hein, puisque ce n'est qu'empiler des blocs en 2D pour réaliser un dessin, mais c'est un très bon exercice de prise en main du jeu. Et après, ben, vous avez des projets évidemment plus conséquents, mais ne vous lancez pas, ne pensez pas que pour pouvoir utiliser Minecraft, eh bien, il faut obligatoirement faire des projets colossaux. Pas du tout, on peut démarrer avec des petites choses et des petites activités. Alors, de nombreux projets, en fait, ben, Minecraft, c'est toujours le même principe, hein. C'est en fait la seule limite, c'est l'imagination. Donc, on peut imaginer énormément de choses. Moi, je vais essayer quand même de vous inspirer. Alors ça, je vais juste y venir après. Euh, on peut, par exemple, ce projet-là, moi, je l'aimais beaucoup. Alors, c'est pour les plus grands, mais pour vous montrer que c'est possible. Donc, ce sont des élèves. Je pense que c'était en France, si mes souvenirs sont bons, j'ai créé un digipad avec toutes les ressources et il y a l'article en fait qui détaille ce projet-là. C'est un enseignant qui voulait voir le fonctionnement d'une centrale hydroélectrique et qui a reproduit avec ses élèves le fonctionnement. Alors on est vraiment sur du fonctionnement et pas sur du design. Le fonctionnement d'une station, enfin d'une centrale hydroélectrique avec l'eau qui pénètre dans les hélices, les turbines, l'énergie électrique, etc. Puisque dans Minecraft, vous avez ce qu'on appelle la redstone, que les élèves aiment beaucoup quand ils maîtrisent un peu le jeu, puisque ce sont l'équivalent des fils électriques qui permettent comme ça de réaliser des circuits électriques et de construire des choses qui fonctionnent réellement dans le jeu. Alors, la question, le moment de questions-réponses, on l'a fait. C'est un jeu alors qui est très interdisciplinaire. Je vais vous montrer, mais vraiment sans trop m'attarder, comme ça après, on pourra directement plonger dans la partie qui est la plus intéressante, c'est-à-dire plonger dans le jeu et regarder un peu comment ça fonctionne. Mais juste pour vous montrer qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire et pour toutes les disciplines, hein. On voit qu'il y avait des enseignants du primaire. On sait qu'en primaire, il y a une panoplie de disciplines. En secondaire aussi, hein, chaque enseignant a sa discipline. Donc, on peut faire autant Minecraft en maths, en sciences. Souvent, ça paraît un peu plus évident, mais également en art, pourquoi pas, voire en géographie, en géologie, etc. Alors, premier exemple que je propose, que j'aime beaucoup, comme je vous disais, ce sont les circuits électriques. Donc dans Minecraft, vous avez cette redstone, donc qui est ce filament rouge qui permet d'allumer des lampes, qui permet, grâce à des interrupteurs, de faire passer un courant électrique et comme ça, d'aborder en fait la notion de circuit électrique. La seule différence par rapport, parce qu'évidemment on est quand même dans un monde virtuel, la seule différence par rapport au monde réel, c'est que le circuit ne doit pas être fermé pour fonctionner. Donc, vous pouvez simplement faire une ligne, mais c'est aussi bien de faire l'analogie entre ce qui fonctionne dans le jeu et ce qui fonctionne dans la vie réelle.
Ça, c'est pour la partie physique, hein. On peut arriver en biologie pour les plus grands, pour voir, par exemple, le fonctionnement d'une cellule ou la composition d'une cellule vivante qu'on peut faire reconstruire par les élèves. Je vous parlais tout à l'heure de la chimie. On a en fait un constructeur d'éléments chimiques où on va venir ajouter le nombre de protons, d'électrons, neutrons, et on va pouvoir récupérer comme ça les éléments chimiques les uns à la suite des autres. Et puis après, pourquoi pas reconstruire une partie du tableau périodique et se dire, ah ben ouais, en fait, ben, les éléments se classent par ordre de protons, puis après, il y a le nombre d'électrons qui est le même que le nombre de protons, il y a le nombre de neutrons qui varie un peu, etc. Donc, on peut commencer à construire un tableau périodique et essayer de comprendre un peu comment est-ce que ce fameux tableau a été pensé. On a également un petit laboratoire. L'avantage du laboratoire, c'est que vous pouvez mélanger des produits chimiques sans risque de faire exploser votre classe. On a également des exercices en mathématiques, hein, l'aire, le périmètre, les fractions. On peut donner des tâches comme par exemple, bah, tiens, tu vas construire une maison, un bloc. On détermine qu'un bloc c'est 1 mètre sur 1 mètre. Et bien du coup, maintenant, j'aimerais que tu me fasses un périmètre de maximum 25 mètres, etc. Donc on peut donner comme ça des consignes de construction de maison en travaillant des notions mathématiques. On parlait de l'art, hein, dans Minecraft, on a un musée qui a été reconstitué. Alors j'aime beaucoup cette activité-là parce qu'en fait les tableaux, de vrais tableaux ont été en fait replacés dans le jeu. Et à côté des tableaux, vous avez ce qu'on appelle des PNJ, donc c'est des personnages non joueurs qu'on va pouvoir interroger. Et par exemple ici on voit Claude Monet, donc on peut aller questionner Claude Monet qui va nous expliquer son œuvre. Sans trop rentrer dans les détails, cette activité-là, moi je l'ai faite aussi avec des élèves, c'est vraiment super génial. Donc vous avez Pompéi, vous avez un volcan, et en fait quand vous allez de l'autre côté du volcan, vous avez en fait, ben, on voit l'intérieur du volcan et comment le volcan est constitué. Et puis dans mes souvenirs, on a un bouton, on peut activer le bouton et le volcan commence à ensevelir complètement la ville. On parlait des compétences numériques tout à l'heure, hein, on a ce petit agent qu'on va pouvoir coder, alors soit en bloc, soit avec des langages de programmation plutôt écrits. Donc en fait, c'est du make block. Et donc on peut utiliser en fait ces connaissances en Scratch pour aller les remettre dans le jeu. D'autres activités vite fait, hein, des activités d'anglais où on peut être plongé dans la ville de Cambridge pour aller visiter une réplique de la ville, questionner les passants. Tout ça est en anglais, donc évidemment on travaille les compétences linguistiques. On peut faire pareil avec la ville de Florence en histoire. Euh, et enfin, celle-là, je l'ai faite aussi avec mes élèves, une activité d'écologie où, alors là, pas de construction, c'est uniquement de la recherche documentaire et une visite, hein. Donc en fait, vous êtes dans une forêt, vous avez plusieurs zones dans cette forêt, vous avez des failles temporelles qui vous font faire des bonds dans le temps, avant, après. Et donc vous voyez par exemple une magnifique forêt, et quand vous faites un bond dans le futur, bah, vous voyez que cette forêt a complètement été rasé et on a des petits scientifiques qui nous expliquent ben, les problèmes liés à cette déforestation, des problèmes de stabilité des sols, des problèmes d'écosystème, voilà, il y a énormément de conséquences et donc voilà, une activité d'1 heure où les élèves doivent essayer de comprendre quelles sont les différentes conséquences de la déforestation, outre le fait simplement d'arracher des arbres et d'avoir moins d'arbres dans les forêts. Voilà un exemple, enfin voilà plusieurs exemples d'activités. Nous, on va se concentrer évidemment sur une seule. Alors, je vais juste revenir en arrière, puisque l'activité en question, c'est la construction d'une station dans l'espace. Alors ici, je l'ai placée sur la Lune et j'aimerais vous inviter à participer à cette construction de stations enfin, dans l'espace et vous demander, Adèle, si tu sais peut-être mettre le lien du WooClap dans le chat. Je vais vous demander de retourner sur ce WooClap parce que j'ai 2 petites questions à vous poser pour vous faire participer avant de plonger dans ce jeu vidéo. Et donc, tous les projets que tu as présentés avant, ils sont disponibles dans Minecraft Ouais, ce Éducation. sont des projets que j'ai été à chaque fois rechercher. Vous allez voir, il y a une énorme bibliothèque de jeux, enfin de mondes, et donc c'est des mondes qui sont déjà préconstruits. Et la communauté Minecraft en sort régulièrement, hein. Donc tous les mois, il y a des mondes en fait qui apparaissent sur des thématiques actuelles. Voilà, on a vu l'avènement de l'intelligence artificielle, donc il y a quelques mondes là-dessus. Donc voilà, et donc ce sont des mondes en fait que j'ai été récupérer directement dans le jeu. Euh, alors,
Si vous êtes sur, on va partir du coup sur cette station dans l'espace, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, et c'est comme ça qu'on a ciblé l'utilisation du jeu. Si vous êtes dans le WooClap, je ne sais pas si tu as remis le lien, Adèle. Oui, il est dans le chat, donc n'hésitez pas. Super. Alors, selon toi, quelles sont les contraintes et les défis associés à la construction d'une station spatiale et à la vie prolongée dans l'espace? En fait, on pourrait penser que c'est très facile. On construit beaucoup de maisons, on construit beaucoup de bâtiments sur Terre, mais selon vous, quelles sont en fait les contraintes? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de stations spatiales internationales là-haut? Pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas une station sur la Lune? Donc voilà, quelles sont en fait les contraintes et les défis? Et quand on démarre la réalisation et la conception d'une station dans l'espace, eh bien du coup, c'est une des premières questions qu'on peut poser aux élèves. Selon eux, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer là-haut? Alors on a évidemment des problèmes d'oxygène, on a des problèmes de consommation d'eau, hein, on n'a pas des sources d'eau dans l'espace. Respirer, le prix, ça coûte énormément cher de faire décoller, de faire décoller une fusée, donc on n'amène pas du matériel, voilà, on n'a pas de train SNCB qui monte jusque là-haut pour aller fournir du matériel. On a un problème d'apesanteur, un problème d'atmosphère, puisqu'il n'y en a pas, ou un problème, oui, donc de manque d'eau, de nourriture, voilà. Donc en fait, vous remarquez déjà qu'il y a énormément de problèmes. Vitamine D, hein. Bon, après sur Terre, je vous avoue, on en manque aussi un peu ici en Belgique, mais on a aussi évidemment un problème de vitamines, de nutrition, de nourriture, etc. Ça va? Et donc là, on remarque que vous êtes déjà nombreux à des problèmes politiques, évidemment. Voilà, c'est quand même intéressant d'y penser. Mais on a évidemment pas mal de choses qui sont dégagées. Alors moi, j'ai ciblé trois ou quatre, je pense, défis et contraintes liées à l'espace. Et je vais vous demander, du coup, on a ciblé en fait ces contraintes. Je vais vous demander d'essayer de réfléchir à quelle solution est-ce qu'on pourrait apporter là-haut dans l'espace qui pourrait en fait nous aider à construire notre station spatiale. Donc ici, vous allez voir que moi sur mon écran, j'ai quatre colonnes. Protection contre les radiations et les météoroïdes, production d'énergie, recyclage de l'eau, production de nourriture. Et vous allez pouvoir dans chacune des catégories, ou au moins dans une catégorie, mettre de manière très globale une solution liée à ces défis. Par exemple, pour la production d'énergie, Patricia vous avez dit tout à l'heure que là-haut, il n'y a pas de vent, donc pas de panneaux solaires. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, enfin pas d'éoliennes du coup, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Eh bien, des panneaux solaires, évidemment. Construire des boucliers pour la protection des radiations, production de nourriture, on peut faire une serre, on peut faire un élevage d'insectes, effectivement. Alors, je vous laisse peut-être une minute pour essayer de compléter ce tableau. Super, on a pas mal de choses, hein. Je laisse ça ouvert, mais vous voyez que en quelques minutes, on a déjà fait un premier exercice de essayer de réfléchir à ces contraintes et essayer de réfléchir aux solutions qu'on peut apporter. Et avec ces solutions, on va pouvoir, par écrit, sur papier, essayer d'imaginer comment est-ce que notre station dans l'espace, comment être peut-être juste un module à accrocher sur une station, comment est-ce que ce module va pouvoir être construit. On parle de fusion nucléaire, générateur, construction d'une serre. Pour le recyclage de l'eau, il y a quand même pas mal de choses, hein. Récupérer l'urine, station d'épuration, etc., etc. Élevage de bactéries. Donc, il y a pas mal de choses, hein. Je vois que vous êtes très inspiré en tout cas, donc moi, je vais garder ça très précieusement. Mais voilà un petit exercice qu'on peut faire avec les élèves avant de construire cette station dans l'espace. Je vais revenir juste à ma présentation, puisque maintenant qu'on a discuté des contraintes et de comment résoudre tout ça, bien, on va pouvoir plonger dans ce jeu Minecraft. Alors, dans le jeu, je vais vous montrer. Donc, alors, il y aura deux possibilités, hein. Soit vous me suivez ici en visio, vous allez voir le partage d'écran, vous allez suivre mon petit personnage et mon interface. Et à un moment donné, je vous montrerai comment faire un jeu
enfin, comment héberger, comment rejoindre un monde. Et ceux qui se sentent à l'aise avec le jeu, ceux qui ont installé le jeu et qui sont logués avec l'adresse mail que je leur ai donnée, ben, vous êtes évidemment les bienvenus à me rejoindre quand le moment sera venu. Je vais vous montrer comment rejoindre un monde. Et voilà, s'il y en a certains qui veulent, avec un personnage, venir rejoindre cette réplique de la Lune, bien voilà, vous serez les bienvenus. Alors, dans cette présentation du jeu, je vais évidemment vous montrer l'interface, vous donner quelques informations utiles, mais j'en ai déjà donné quelques-unes, notamment l'utilisation des comptes Microsoft. On va regarder comment créer un monde simple, comment se familiariser évidemment avec les touches, ça c'est très important. Construire, détruire, l'inventaire, donc tous les blocs qu'on peut avoir à notre disposition. Évidemment le mode multijoueur, hein, puisque c'est toujours mieux de jouer à plusieurs que de jouer tout seul. La gestion des mondes dans Minecraft avec les fichiers qui est un peu particulière. Afficher les informations avec les tableaux. Donc, vous allez voir, il y a des tableaux sur lesquels on peut écrire. On peut même prendre des photos et avoir un album photo dans le jeu. Interagir avec des personnages non joueurs et même en créer. Et puis, je regarderai en fonction des questions. J'irai peut-être un peu plus loin dans les explications. Alors, ben, du coup, plongeons dans ce fameux jeu Minecraft Éducation. Alors, la première chose à faire, évidemment, c'est de se rendre sur le site education.minecraft.net. Je vous redonnerai tout ça, enfin, toutes les informations nécessaires. Et donc, faites bien attention d'être sur le site de Minecraft Éducation et pas Minecraft tout seul, sinon vous allez avoir un petit problème au niveau de l'utilisation avec vos élèves et de la connexion. Et vous avez un bouton ici, télécharger. Et là, vous allez voir qu'on peut télécharger ça sous Windows, sous Chromebook ou Android, Mac, iPhone, iPad. Donc, il y a énormément de plateformes disponibles. Vérifiez si vous installez ça sur les machines que vous êtes toujours dans la dernière version. Ça pose des problèmes au niveau parfois enfin même souvent. S'il y a deux versions de Minecraft qui ne sont pas identiques, eh bien du coup, la connexion en multijoueur ne se fera pas. Donc vérifiez toujours bien que vous êtes. Alors, ils ne sortent pas des mises à jour tous les jours, ne vous tracassez pas, mais vérifiez que vous avez toujours bien la dernière version et que toutes les versions sont identiques sur les appareils sur lesquels Minecraft Education est installé. Ensuite, on va pouvoir plonger dans le jeu en le lançant. Hop, je vais quitter ma station de l'espace et je vais même aller un peu plus loin puisque je vais me déconnecter. Voilà. Quand vous lancez Minecraft Éducation pour la première fois, vous arrivez sur une fenêtre de connexion, vous cliquez sur Se connecter. On vous précise bien qu'il faut vous connecter avec un compte école ou d'organisation pour continuer. Donc les comptes type Outlook classique ne fonctionnent pas. On se connecte et là, on tape l'adresse mail qui doit être la même, en tout cas si vous voulez jouer en multijoueur, qui doit être la même organisation. Je vais m'expliquer. prof@pixelacademy.be. Si vous utilisez des comptes avec vos élèves, il faut bien faire attention que ce qu'il y a, donc le nom de domaine, hein, ce qu'il y a après le arrobase, soit le même pour tous les élèves. Alors, si vous jouez par exemple avec un collègue qui ne travaille pas dans la même école, mais que vous avez tous les deux des comptes Microsoft Éducation, ça posera pas de problème. Vous pouvez utiliser Microsoft chacun de votre côté. Ça posera un problème seulement si vous devez l'utiliser en multijoueur, puisque pour jouer en multijoueur, il faut impérativement être dans la même organisation, donc avoir une adresse mail, être connecté avec une adresse mail qui a le même nom de domaine. C'est la raison pour laquelle je vous ai tous et toutes communiqué une adresse mail qui porte le même nom de domaine, donc @pixel-academy.be. On clique sur suivant, on met le mot de passe évidemment qu'on n'a pas oublié. Hop. S'il y a des référents numériques dans les participants, ils connaissent cet oubli de mot de passe. On arrive sur une interface relativement simple, hein, très pixelisée. Bon, la première chose quand je montre ça à des enseignants qui ne connaissent pas du tout le jeu, la première chose qu'ils me disent, c'est ben, c'est moche. Oui, c'est moche, mais ça attire. Euh, alors, on a ici, alors les élèves, ils aiment bien le temps que tout le monde se connecte, hein, c'est de cliquer sur le petit cintre ici et de choisir son skin, donc de choisir l'apparence de son personnage ici. Puisqu'on est dans l'espace, je me suis dit que m'équiper d'une combinaison d'astronaute, c'était pas plus mal. Ensuite, on a la partie jouer, la partie à la une, qui sont en fait les derniers mondes qui sont proposés par Minecraft Éducation. Ça va, on voit qu'on en a sur l'IA et j'ai vu hier qu'il y en avait même sur les émotions de vice-versa. Hop.
On a les paramètres. Chose importante aussi que je conseille, ça c'est vraiment les astuces de l'enseignant, c'est de dire à tous les élèves, allez dans la partie audio et diminuer le volume général ou au moins la musique si vous voulez pas avoir des musiques de Minecraft, bien qu'elles soient très reposantes. Mais avec 25 ordinateurs connectés, c'est un peu bruyant, donc n'hésitez pas à dire aux élèves de diminuer au maximum le son pour éviter d'avoir un bruit de fond assez désagréable. Et ensuite, ben, évidemment, la gestion de compte. Alors, dans Jouer, on a plusieurs choses. Les mondes, ça, c'est vos mondes, hein. Dès que vous créez un monde, ça apparaît dans cette bibliothèque-là. Ça va, je peux même en créer un nouveau à partir d'ici. On a la bibliothèque de leçons, très intéressante, puisqu'on a une bibliothèque qui s'organise. Alors, il faut parfois fouiller un peu, il y a la barre de recherche ici au-dessus, mais on a des kits de sujets par matière. Par exemple, dans les sciences, on peut avoir tout un thème avec des montres sur l'espace, on a des montres sur la chimie, on a des montres sur la biologie. On reconnaît d'ailleurs les exemples que j'ai présentés tout à l'heure. On a de la biodiversité, on a des leçons supplémentaires, donc il faut aller un peu fouiller. Il y a énormément, énormément de choses. Alors, on a des kits sur l'informatique, sur la citoyenneté numérique, sur l'e-sport, sur l'histoire et la culture, sur le climat et le développement, etc., sur l'art et le design. Donc, on a énormément de choses. On a des défis mensuels de construction, hein. Ça, ce sont tous des mondes qui sont rajoutés au fur et à mesure. Des mondes sur la pollinisation des abeilles, sur la création d'une bande dessinée directement dans Minecraft, sur la construction d'une station spatiale, hein. Celui-là, je l'ai déjà utilisé dans le cadre de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ou la construction d'un rover martien, construire un campement, on a voilà, visiter la ville de Londres, etc., etc., construire la couverture d'un livre, créer un véhicule. On a énormément de choses, donc moi je vous invite, quand vous avez un peu le temps, c'est de regarder, de ne pas hésiter à fouiller les mondes. Certains sont en anglais, d'autres en français. Maintenant, parfois, on a quand même le lecteur immersif, hein, je vous le montrerai quand même, donc on peut faire une traduction, et on peut même aller personnaliser les mondes et changer le dialogue des PNJ, par exemple. Des mondes de départ intéressants pour bien démarrer, des mondes par rapport à des biomes. Donc les biomes sont des régions, on a des plaines, on a des forêts, on a des jungles, etc. Ou directement des plateaux de construction, comme un bloc d'herbe ou des zones déjà délimitées pour dire à vos élèves, ben, tu construis dans cette zone-là. Alors on a des zones par biome, ou alors celui que j'utilise beaucoup, c'est la ville de départ. Donc en fait, vous avez une ville avec des parcelles de construction, et c'est comme ça que j'ai démarré ma ville en 2050. Comme ça, ben, les routes et une partie des bâtiments sont déjà faits, il suffit simplement d'aller les modifier. Ça, c'est pour les plateaux de construction. Et on a une partie comment jouer avec ben, des petits tutoriels relativement bien expliqués pour le clavier, pour le tactile, donc les tablettes. Donc on peut regarder ici avec des tutoriels intéressants pour l'enseignant, même intéressants pour les élèves. Ça, c'est pour la bibliothèque qui est relativement bien fournie. Un bouton créer un nouveau monde, c'est par là qu'on va démarrer. Un bouton rejoindre qu'on fera après quand le monde sera créé. Et un bouton importer qui permet ben, de venir importer des mondes qui ont été sauvegardés sur son ordinateur. Euh, alors, bah, démarrons avec la création d'un nouveau monde. Quelques paramètres. Hop, comme par exemple le nom. Alors, petit conseil, mettez à chaque fois, peut-être commencer par la date de création. Essayez de trouver un nom de monde relativement parlant pour pouvoir vous y retrouver. Euh, on a ici le mode de jeu, donc soit créatif, soit de survie. Alors souvent on est en créatif, mais le mode survie peut très bien s'expliquer dans certaines activités. En fait, la différence entre les deux, c'est que créatif, enfin survie, pardon, bien du coup, vous devez faire manger votre personnage, vous avez des monstres qui apparaissent si vous autorisez les monstres à apparaître, vous avez un cycle jour-nuit, donc vous êtes vraiment en mode, ben, je fais survivre mon personnage, si je tombe d'une falaise, je tombe, je meurs. Ça va. En mode créatif, on peut voler, c'est le super pouvoir. On a la bibliothèque complète de blocs qu'on n'a pas en mode survie. Donc en mode survie, si vous voulez du bois, bah, vous allez couper du bois. Sauf que bah, si on doit construire une station spatiale
et qu'on doit passer par couper du bois, créer des outils, aller piocher, récupérer du métal, etc., bah, du coup, en fait, notre station spatiale prend toute l'année. Donc, on est plutôt en mode créatif. Comme ça, on a la bibliothèque de blocs complète à notre disposition. On peut voler, on ne risque pas de tomber, de mourir, etc. Difficulté, laissez-la en paisible. Après, je pense que c'est l'apparition des monstres, etc. Donc, il y a plusieurs niveaux. Moi, quand je suis en créatif, je laisse en paisible. La carte de départ, des coffres bonus avec des objets, mais en créatif, de toute façon, vous avez l'intégralité de l'inventaire. Il y a 3 niveaux d'autorisation pour les joueurs: visiteurs, membres et opérateurs. Laissez-les en membres. S'ils sont en visiteurs, ils ne pourront que explorer. Alors ça peut s'expliquer si vous avez construit des choses et que vous voulez que les élèves ne cassent rien et visitent simplement. Mais sinon, ben, mettez-les en membres, ne les mettez pas en opérateur. L'opérateur, c'est souvent l'enseignant. Type de monde, ben, on va mettre un monde plat. Après, vous avez quelques options comme l'explosion de TNT à désactiver pour les élèves, parce que du coup, quand ils maîtrisent un peu le jeu, ils aiment bien aller placer de la TNT en dessous des constructions. Vous avez pas mal de choses, hein, comme le jour éternel, si vous voulez éviter de construire la nuit, parce que le problème, c'est que quand on construit la nuit, eh bien, du coup, il faut mettre des lampes, donc on met le jour éternel. Une alternance entre le cycle jour-nuit, moi je veux mettre jour éternel. Des cycles météorologiques, bon, si vous voulez qu'il pleuve à un moment donné, bah, vous l'activez, etc., etc. Donc il y a pas mal de petites choses à faire pour la création des mondes. Et après, ben, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on clique sur jouer et le monde se crée et s'enregistre automatiquement dans votre bibliothèque. Et voilà, ici je suis sur un monde où je n'ai pas trop pris de risques, hein, c'est une plaine simplement avec une vache. Voilà, et un mouton. Et là, vous pouvez commencer vos constructions. Alors, pour se diriger dans le jeu, on utilise souvent la souris. Alors, les élèves aiment bien, si vous avez des tablettes, ça fonctionne très bien sur tablette. Eux ont l'habitude, moi, il me faut un clavier et une souris pour jouer. Des manettes de jeu, ça fonctionne aussi tout aussi bien. Mais donc, vous avez ici votre personnage, on voit sa petite main ici, votre personnage avec un pointeur qui cible en fait l'endroit où vous allez détruire ou construire. Je vais faire apparaître les touches en appuyant sur la touche H. Vous voyez ici que sur le côté, il y a les touches qui apparaissent, qui sont configurées pour le clavier QWERTY. Donc moi, j'ai fait une petite modification, mais on a les touches qui peuvent apparaître en appuyant sur H. Après, ben, en fait, j'appuie... attention, je ne vais pas tuer le mouton. J'appuie sur le bouton gauche de ma souris, je casse. Et après, ben, du coup, il faut essayer de construire. Pour construire, je vais appuyer sur la touche E. Et là, vous voyez, vous avez votre inventaire complet avec l'intégralité des blocs. Ça va, on retrouve les éléments du tableau périodique, on retrouve du verre, de la terre, voilà, énormément de blocs. Il ne faut pas hésiter, on trouve des fruits, des légumes, des plantations, des œufs, des combinaisons, des fioles, des potions, voilà, des panneaux, etc., etc. Ça va, donc il y a beaucoup de blocs. Ce qu'on peut faire, c'est aussi faire une recherche. Si moi, par exemple, je veux simplement mettre un plancher en bois dans la recherche, je tape bois, et là j'ai tous les éléments en bois, allant du bateau à la planche en bois. Moi, je prends la planche, et puis sur le bouton de ma souris, en cliquant sur gauche, sur le bouton gauche, et bien du coup, sur le bouton droit, pardon, et bien du coup, je vais placer mes planches. Ça va, que je peux également détruire et reconstruire. Je peux monter en hauteur, sauf qu'à un moment donné, vous voyez que je ne sais plus construire. Donc, qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai mon super pouvoir du monde créatif, c'est que je peux sauter en appuyant une fois sur la touche espace, mais je peux également appuyer 2 fois pour voler. Et là, en maintenant la touche espace, je monte, et en maintenant la touche shift, je redescends. Ça va, c'est le petit ascenseur qui me permet en fait de venir construire et de monter en hauteur. Ça va, ou de détruire et de descendre. Vous allez me dire, en fait, c'est relativement simpliste, hein, ce n'est qu'une série de blocs à placer. Vous allez voir qu'avec ces petits blocs à placer, on peut faire énormément de choses. Alors Adèle, je ne sais pas s'il y a déjà peut-être des questions dans le chat qui sont apparues. Oui, alors on me demande si tu recommanderais de créer un monde pour chaque classe ou d'utiliser le même monde pour toutes les classes? Alors tout dépend en fait évidemment de l'activité que vous faites. Euh, Moi, alors je vous déconseille, encore une fois, vraiment tout dépend de l'activité. Je pense de mémoire que sur un monde Minecraft, donc par exemple sur cette plaine, je peux accueillir 30 joueurs.
Donc, souvent, on a des classes, enfin, en tout cas, j'espère, inférieures à 30. Donc, je dirais, on peut mettre tous les élèves dans le même monde. Ça se fait si, par exemple, ben, vous dites à vos élèves, maintenant, vous allez créer les pixel art et que vous voulez avoir un contrôle sur tout ce qu'ils sont en train de construire. Eh bien, du coup, il n'y a pas énormément de prise de risque. Mettez tout le monde dans le même monde et ils sont tous là. Ils prennent une petite zone de terrain. De toute façon, le terrain est illimité et très vaste. Et ils vont construire leur petit pixel art. Ils vont se mettre dans un petit coin à eux. Maintenant, après, pour la construction d'une station dans l'espace, par exemple, eh bien, moi, je préfère travailler en petits groupes. Je vais revenir sur... voilà. Je préfère travailler en petits groupes pour la simple et bonne raison que, bien, comme ça, chaque groupe a son monde euh, et c'est plus facile. En fait, il faut penser que bah, plus vous mettez de monde, plus vous allez devoir gérer d'élèves dans le même monde. Donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'on travaille par petits groupes de 3 ou 4 et un élève va héberger le monde et va inviter ses, quelques camarades dans son monde. Et vous avez plusieurs mondes comme ça. Vous, en tant que joueur, évidemment, vous ne pouvez vous ne pouvez intégrer qu'un monde à la fois. Mais souvent, moi, quand ils sont en activité, je ne suis pas dans le monde et je suis plutôt les yeux sur les écrans pour voir un peu ce qu'ils font et je tourne de groupe en groupe. Ça va? Donc voilà, vraiment, tout dépend de l'activité que vous menez. Ok. Après, il y a des mondes comme celui de la déforestation, où en fait, ben, l'objectif est de parcourir une forêt. Là, chacun peut ouvrir son monde, pas besoin de travailler en collaboratif, chacun peut ouvrir son monde euh, sur son propre ordinateur et travailler en mode plutôt solo dans ce cas-là. Ok. Alors, si vous êtes déjà peut-être un peu largué parce que vous ne connaissez pas le jeu évidemment et que vous êtes simplement en train de regarder mon écran, je peux déjà vous annoncer que j'ai écrit dans le cadre de ce projet E0, donc Mooncamp, un guide qui pourrait éventuellement vous aider et qui reprend vraiment tous les points. Donc pour bien commencer, je commence bien avec les touches du jeu à la construction d'une station dans l'espace et ce guide reprend point par point ce que c'est Minecraft Éducation, comment l'installer, les astuces comme par exemple avoir des comptes Microsoft ou le télécharger, etc., etc. Ça va. Ce guide fait 36 pages, mais il reprend vraiment tous les points, voilà, créer un monde simple, les conseils, ça c'est ce que je viens de faire ici, hein. On retrouve ma vache, avec quelques captures d'écran, une fiche que vous pouvez donner à vos élèves, par exemple, vous pouvez imprimer avec les différentes touches qui sont recommandées pour pouvoir jouer, ça va. Le fonctionnement de l'inventaire, enfin voilà, vous allez voir qu'il y a énormément de choses dans ce petit guide qui a été écrit en m'adressant directement à l'enseignant mais qui peut également fonctionner pour les élèves. Ça va? Donc ce guide sera à votre disposition et reprend vraiment tous les points que je vais aborder ici. Ça va? Donc c'est ça que je vous disais, ne paniquez pas si vous n'arrivez pas à prendre des notes. Tous les points en fait sont réexpliqués dans ce guide. Ça va? Alors je vais retrouver juste mon jeu qui est ici. Donc voilà. Dans les... Et est-ce que la euh, proportion bon. des blocs supplémentaires, dans la version éducation est beaucoup plus importante que celle dans le jeu Minecraft classique? Alors là, je vais peut-être laisser Jérôme répondre à la question s'il est encore là. Euh, Je ne comprends pas la question. C'est quoi qu'est-ce que vous entendez par est-ce qu'il y a, proportion? est-ce qu'il y a plus de blocs dans la version éducation ou alors les blocs sont les mêmes dans la version, dans la version du jeu normal? Alors, il y a plus de blocs dans la version éducation, déjà parce il y a tous les éléments de la classification périodique qui sont là, qui ne sont pas dans le jeu de Minecraft. Il y a quelques blocs en plus, mais globalement, c'est finalement assez rare. En revanche, on peut créer des blocs en associant un bloc existant et un élément chimique qui, là, lui, qui n'existe que dans Minecraft Éducation. Voilà. Voilà. Super, ben voilà, j'avais plus ou moins la même réponse en tête, mais merci pour, en tout cas pour ta précision. Donc voilà, mais effectivement, dans la version éducation, vous avez tous ces blocs du tableau périodique hein, qui viennent augmenter évidemment le nombre de blocs disponibles. Ça va? Mais qu'on n'utilise que dans des cas particuliers, hein. Pour cette station dans l'espace, on ne va pas aller utiliser ces blocs du tableau périodique. Enfin, je pense que ça ne s'y prête pas.
Après, le reste, c'est laisser vos élèves chercher les différents matériaux. Ils vont peut-être tester des choses. Voilà, vous allez voir qu'il y a des élèves en fait qui maîtrisent le jeu, donc ils vont faire des associations de blocs que vous n'allez pas tout de suite comprendre. Donc voilà, n'hésitez pas à les laisser. En fait, on est vraiment sur un truc créatif. Donc bien évidemment, il faut cadrer l'activité, mais le reste vient de l'imagination des élèves. Après, par exemple, pour la construction spatiale, enfin de la construction d'une station dans l'espace, on reste dans un jeu vidéo. Donc, si vous imposez qu'ils utilisent des matériaux comme du fer ou autre, ou de l'aluminium ou autre, pourquoi pas? Mais si on vient mettre du bois dans une station dans l'espace, ça reste des blocs. Donc voilà, tout dépend vraiment, encore une fois, de l'activité que vous menez. Alors, donc ça, c'était pour les bases d'utilisation. Quand j'appuie enfin, quand je fais pause, vous voyez que je peux retourner aux différents paramètres. Alors, pourquoi est-ce que je vais dans les paramètres? Parce que ici, vous avez ce qu'on appelle un mode Classroom qui permet quand même d'avoir un petit contrôle sur ce que font vos élèves. Euh, voilà, vous retrouvez en fait le fameux jour éternel, la météo parfaite, etc., les dégâts des joueurs, l'autorisation de la TNT. Donc voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez retrouver et que vous pouvez remodifier pendant le jeu. Et après, juste ici, je vais aller dans le monde qui est une réplique en fait du sol lunaire. Du coup, sur la Lune, il y a moins de lumière que sur Terre. Et donc, du coup, j'ai plongé en fait cette Lune dans le noir. Mais voilà, vous pouvez en tout cas modifier ici les différents paramètres. Et, euh, et je vais aller directement sur mon sol lunaire avant d'expliquer le mode multijoueur. Quand vous quittez un monde, hein, vous sauvegardez et quittez, faites bien attention que ce monde est sauvegardé non pas sur un cloud. Habituellement, maintenant, en tout cas en 2024, on a beaucoup l'habitude de travailler avec des clouds. Ici, ce monde est sauvegardé sur la machine. Donc, il n'est pas directement rattaché à l'adresse mail. Donc, si avec la même adresse mail, je me connecte sur un autre appareil, je ne vais pas récupérer mes mondes. Mes mondes sont sur mon appareil. Donc, si vous allez dans un local informatique, il faut bien essayer de trouver un système pour exporter le monde et les sauvegarder sur une clé USB, par exemple, ou dans un espace cloud à vous pour pouvoir les transmettre. OK? Quand je clique sur mon monde, d'ailleurs, je vois qu'il y a une partie gérée et une partie exportée. Et là, je me retrouve en fait sur mon ordinateur, sur le bureau ici de mon ordinateur. Je sauvegarde en fait ce monde qui s'appelle MoonCamp. Voilà, il est sauvegardé dans un format qui ne peut être lisible que par Minecraft. Et quand je retourne dans mes mondes, j'ai cette partie importée, où là, je vais aller retourner sur mon bureau. Je retrouve en fait mooncamp.mcworld et je peux venir l'ouvrir et le recharger dans Minecraft. Ça va? Adèle, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Je tenais quand même à remercier, Jérôme, qui répond au fur et à mesure dans le chat et donc qui nous aide beaucoup. Super, merci. Hem, donc il y avait notamment la question des éléments, du tableau périodique. Est-ce qu'ils ont vraiment des particularités? La réponse est oui. Il prenait l'exemple du ballon avec l'hélium. Mais donc merci beaucoup et une enseignante qui demande si, par exemple, on enregistre ce monde sur le serveur en cyber, est-ce que ça fonctionne ou par C'est quoi si exemple? on enregistre un monde sur un Sur serveur? le serveur en Normalement, si on cyber. l'enregistre sur un serveur, hein, je pense par exemple à OneDrive, du coup on y a accès, si on va le rechercher, en tout cas on peut y avoir accès, mais il faut aller du coup l'importer, il faut que j'aille le rechercher en fait. Ici je peux sauvegarder mes mondes, donc les exporter en fait sur un serveur et où il y a peut-être, je pense pas en tout cas qu'il y ait moyen de manipuler je dirais l'endroit où sont sauvegardés les mondes. Euh, voilà, c'est une question un peu plus technique, mais il y a peut-être en tout cas des méthodes qui permettent d'avoir un espèce de cloud en tout cas pour ces mondes. Moi j'avoue que ici je les sauvegarde sur mon ordinateur et quand c'est des ordinateurs où je sais que je risque de perdre le monde, je le fais vraiment à l'ancienne. C'est de l'exportation où je dis aux élèves en fait simplement n'oubliez pas d'exporter votre monde et je repasse avec une clé USB pour récupérer les mondes si jamais je dois le récupérer.
Ça va parfois, pour les pixel art, par exemple. Les pixel art, on le fait en une activité d'une demi-heure et puis je ne récupère pas les mondes. Ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, pour des projets un peu plus conséquents comme la station spatiale, là oui, effectivement, je vais aller récupérer mes mondes. Ça va. Alors, dans ces mondes, hein, on est toujours dans notre station spatiale. J'en ai pris un alors qui initialement existait, mais était plutôt axé sur la NASA et en anglais. Et du coup, je l'ai remodifié ce matin pour qu'il colle parfaitement au projet MoonCamp. Et ce monde, du coup, vous sera disponible, donc vous pourrez aussi aller l'importer et pourquoi pas le remodifier. Je vais juste vérifier que c'est le bon, je pense que oui. Voilà. Et là, on plonge dans ce monde. Je vais juste faire une petite visite guidée et après, je vous montrerai comment venir importer, enfin, comment venir ouvrir en tout cas et héberger un serveur. Donc en fait, l'idée du monde de départ hein, que j'ai gardé, c'était de se dire, ben, avant de construire une station dans l'espace, on va d'abord la construire sur Terre. Et il y a des scientifiques qui ont été reconstruire l'équivalent du sol lunaire dans un camp d'entraînement où on va pouvoir reconstruire une station sur la Lune, bien évidemment. Juste à côté, on a des arbres et des forêts, donc on comprend qu'on est sur la Terre. Je vous parlais tout à l'heure des tableaux. En fait, ce sont des tableaux qu'on peut retrouver. Si on tape tableau, en fait, on retrouve les fameux tableaux noirs qu'on a dans nos classes et on peut aller placer en fait un tableau et écrire dessus, et même aller verrouiller pour éviter d'effacer le texte. Et donc, on a un tableau avec du texte, pas de mise en forme, hein, pas de gras, de souligné, d'italique, etc. Donc, c'est du texte très brut, mais on peut comme ça aller mettre des informations comme ici, indiquer que le camp lunaire d'entraînement est par là et le village des savants est de ce côté-ci. Ça va? Hop. Je retrouve également quelques PNJ que j'ai été placés. Par exemple, ici, le docteur Luna qui, en cliquant dessus, va discuter directement avec nous. Un bonjour, je suis le docteur Luna, etc. Et va donner quelques ressources. Et quand je clique sur les Zéro Belgium, par exemple, je me retrouve sur le site des Zéros où j'ai éventuellement une vidéo YouTube. Donc, ce sont des liens en fait hypertextes que je suis venu placer dans ce dialogue. Je vais vous montrer bien évidemment comment réaliser ça. Un tableau ici, voilà, avec quelques explications. Hop. Puis après, on arrive sur le camp lunaire. Hop, on retrouve en fait ce docteur Luna un peu partout, qui va nous expliquer enfin, qui va donner en tout cas différentes astuces, comme par exemple ben, comment construire un rover. Elle va nous donner aussi quelques vidéos de la station ISS et des sorties extravéhiculaires, etc. Et puis j'ai été replacé parce que je trouvais ça fun, je dirais, un petit camp pour les différents scientifiques qui ont travaillé ou qui travaillent peut-être encore pour l'ESA. J'essaie de retrouver évidemment un personnage qui correspondait le plus, hein. Par exemple, voilà, on reconnaît bien évidemment Thomas Pesquet. Et en cliquant sur Thomas Pesquet, il dit bah, bonjour, je m'appelle Thomas Pesquet, je suis astronaute français de l'ESA, j'ai effectué 2 missions à bord de l'ISS, etc., etc. Ça va? Donc voilà, je vais placer Dirk Frimouth. Je n'ai pas trouvé de combinaison d'astronaute, mais voilà, je trouvais que cette combinaison jaune, bonjour, je suis Dirk Frimouth. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier astronaute belge à avoir volé dans l'espace en 1992. Voilà, on n'a pas enfin, quelques personnalités, donc j'ai été faire quelques recherches et j'ai été écrire un petit dialogue pour expliquer qui sont ces personnages. Tommy, Jérôme, je dis-moi. peux faire une petite interruption? Oui. Si quelqu'un a envie, Dirk Frimouth, dans le cadre d'un stage, va venir visiter avec nous Planète Happiness demain. Et donc, si quelqu'un a un enfant avec qui il est en vacances pour le moment et qu'il a envie de visiter Planète Happiness demain après-midi à 2 heures en présence de Dirk Frimouth, il est le bienvenu, qui me mette un mot dans le chat. Et donc c'est à Bruxelles, hein, c'est ça? C'est ça, près de la gare centrale. Oui, Exactement. gare centrale, oui. Euh, Donc ce monde est créé. Donc en fait, je vais juste légèrement réadapter au contexte ici qui nous intéresse. Et puis après, bien évidemment, vous pouvez inviter vos élèves à venir trouver un endroit sur ce camp lunaire et venir construire un début de station spatiale ou un véhicule pour aller sur la Lune, etc.
D'ailleurs, en parlant d'élèves, hein, moi je me sens un peu seul sur cette lune. Et donc je vais voilà, vous montrer comment inviter vos élèves et peut-être, hein, si vous avez Minecraft de Minecraft Éducation lancé et que vous êtes logué avec une adresse mail, l'adresse mail que je vous ai fournie, @pixel-academy.be. Eh bien voilà, vous pouvez évidemment me rejoindre. Vous allez voir qu'en fait, rejoindre un monde n'est pas très très compliqué. C'est même relativement simple. Puisqu'en fait, en faisant une pause, vous avez ici 4 petits personnages qui est la partie héberger un monde, hein. Vous voyez que prof, c'est moi. Je peux commencer l'hébergement et en commençant l'hébergement, eh bien, il y a un code qui va apparaître ici ou éventuellement un lien. Il y a un code qui apparaît, qui est Poisson, Alex, Panda, Steve, et qui va permettre de venir en fait rejoindre ce monde. Du côté de l'élève, qu'est-ce qu'il va devoir réaliser? Eh bien, lui, alors je vais juste évidemment arrêter le partage que je relancerai après, sauvegarder et quitter pour vous montrer où l'élève va devoir rejoindre. Eh bien, quand il est sur son interface, lui, il va faire jouer, il va pas faire créer un monde, mais il va faire rejoindre. Il rejoint et il va retaper en fait les petites images dans le bon ordre et puis valider pour pouvoir rejoindre le monde. Ça va? Je retourne évidemment dans mon monde. Hop, jouer. Là, donc je vais en fait recommencer l'hébergement. Hop, voilà, ici le code a changé. Moi, ce que je vais faire, c'est une petite hop, capture d'écran que je vais mettre éventuellement dans le chat si à un moment donné, donc l'hébergement va rester ouvert. Si à un moment donné vous voulez me rejoindre, et bien du coup, je remets en fait les petites images dans le chat pour que vous puissiez me rejoindre. Hop, ici je vois que il y a. Alors du coup, c'est des noms de Pokémon, hein, puisque sinon, c'était Minecraft 1, 2, 3. Je trouve ça plus fun de mettre des noms. Donc ici, on a Matchok, par exemple, qui est venu me rejoindre. Alors eux, ils sont apparus du coup sur. Hop, voilà, ici, on voit qu'ils sont 6. En fait, ces personnes sont apparues hop, toutes à l'endroit initial, voilà, près du village. Hop, on les voit ici. Et donc, Mais les si, joueurs vont rejoindre. si certains ont un message impossible de vous connecter, c'est parce que on est trop sur le monde ou? Je ne pense pas. Il y a peut-être d'autres. Il faut qu'ils regardent s'ils sont bien logués avec le monde. Il faut qu'ils regardent s'ils ont bien une connexion Internet stable. Par exemple, je sais qu'en 4G, etc., ça pose parfois problème. Il faut évidemment qu'ils soient connectés avec l'adresse mail que j'ai fournie, hein. Sinon, si c'est une adresse mail Microsoft à eux ou un domaine de leur école, ben, du coup, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, je vous rassure, la participation, enfin, le fait de rejoindre le monde n'est pas indispensable. D'ailleurs, je vois ici que quelqu'un a bouché l'entrée. Hop, voilà. Alors, ne vous tracassez pas, vous pouvez tout casser si, si bon vous semble. C'est juste un monde de test. Moi, j'ai conservé précieusement une copie. D'ailleurs, je vous conseille, si vous préparez un monde comme je l'ai fait ici, bien du coup, vous aussi, de conserver une copie pour éviter ben, du coup, que vos élèves cassent les tableaux, etc. OK? Alors, quelques petites astuces pour cette fameuse création de monde. Encore une fois, toutes les astuces ici sont reprises dans le guide et il y a toute une série de vidéos réalisées par des Québécois qui reprennent, donc avec un charmant accent, qui reprennent en fait ben, toutes les étapes qu'on a pu aborder ici. Ça va? Dans des capsules qui sont relativement courtes, entre 1 à 4 minutes. Euh, Petite astuce, c'est pour créer des PNJ. Alors, pour créer des PNJ, donc les fameux personnages non joueurs qu'on peut voir ici, leur attribuer un dialogue, changer l'apparence du personnage et éventuellement mettre des liens hypertextes et mettre un espèce de dialogue, eh bien, du coup, il faut activer à l'aide du chat, en appuyant sur T, il faut activer la fonction créateur de monde. Alors, pour ça, il faut le savoir évidemment. Encore une fois, je l'ai remis dans le guide. Mais il faut faire /WB et ça active en fait une commande qui bascule en constructeur, pas créateur, constructeur de monde. De cette manière-là, je vais pouvoir créer en fait des PNJ. Est-ce Alors que tu pour créer pourrais
Dis-moi. Pardon, est-ce que tu pourrais remontrer les 4 symboles que tu as montrés, Ils sont il y dans a le quelques minutes? chat, mais je peux les remontrer au partage d'écran, il n'y a pas de problème. Donc c'est 2 fois Steve, une fois le ballon de baudruche mauve et une fois la pomme. Donc Steve, Steve, ballon, pomme. Pour venir, ici on est 15 dans le monde, je pense de mémoire qu'il y a 30 places. Donc il y a encore de la place. Donc je disais en fait que pour créer ces fameux PNJ, je dois passer en mode constructeur de monde en activant la fonction slash WB. Ici, je vais le refaire une fois, donc je vais changer d'état, ça va. Mais là, je vais le refaire. Voilà, je bascule en état constructeur de monde. Et quand je vais dans mon inventaire, hein, si je tape PNJ, j'ai un petit œuf tout coloré, tout mignon, en fait, qui est un œuf, parce qu'évidemment, dans Minecraft, les personnages sortent des œufs. Donc, j'ai un petit œuf coloré. Et quand je vais aller sélectionner ici avec la molette de ma souris, hein, vous voyez que j'ai en fait un inventaire sous moi. J'en ai pas parlé, mais en fait, tous les éléments, je les fais glisser dans un inventaire et je peux changer en fait l'objet qui est dans ma main. Je vais aller placer mon PNJ et là, j'ai des personnages qui vont apparaître. Et quand je veux les détruire, je tape dessus et je les détruis comme des blocs. Ok. Puisque je suis passé en mode constructeur de monde, j'ai un pouvoir en plus que les élèves n'ont pas, c'est le fait de faire un clic droit. Donc je sélectionne en fait le personnage et plutôt qu'avoir l'historique du dialogue, eh bien je peux aller renommer. Je vais l'appeler, lui donner mon prénom. Je peux aller renommer en fait le personnage, lui donner une apparence et modifier ici le dialogue. Coucou, je m'appelle Tommy. J'ai des paramètres avancés qui me permettent ici en fait d'ajouter les URL. C'est comme ça que j'ai fait. Donc je viens en fait coller un URL. Ça peut être une vidéo YouTube et je viens lui nommer en fait le bouton. Je vais juste mettre test. Je ne vais pas mettre un URL. Hop. Et là mon PNJ est créé. Maintenant, je repasse, parce que du coup, si je reclique dessus, hein, je retombe sur l'utilisation. Je vais repasser en version, je dirais, en version. Donc, je vais désactiver en fait ce mode constructeur de monde en mettant WB. Hop. Et quand je clique sur mon personnage, maintenant, je vois la boîte de dialogue avec mon bouton, qui va évidemment ici me mener à rien, mais j'ai mon bouton. Ça va? C'est comme ça en fait que je suis venu créer mes différents personnages correspondant à des personnalités de lézard. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Pas dans le chat, donc n'hésitez pas si Même si vous voulez prendre la parole pour me dire que vous êtes là, n'hésitez pas même à poser vos questions oralement. Parfois, c'est un peu plus il y a facile. il y a Guillaume qui signale qu'il y a un mode pour mettre, prof en surbrillance, pour le situer sur la carte, apparemment. Ah, ça c'est intéressant. Comme quoi, on découvre tous les jours des choses dans le jeu. Je vous avoue que, alors, utilisateur du jeu il y a longtemps, enseignant ayant déjà utilisé le jeu, je suis loin de tout connaître, mais finalement, c'est pas très grave, puisque ben, on en apprend tous les jours. Donc, n'hésitez pas, même en tant qu'enseignant, à vous mettre dans. Je vais repasser n'hésitez pas à vous mettre en tant qu'enseignant dans une posture de l'enseignant qui ne maîtrise pas forcément tout, de l'enseignant qui encadre cette activité, mais en tout cas de changer cette posture. Moi, j'ai pas peur de dire à mes élèves bah, que je ne connais pas certaines combinaisons de blocs. Si on ne sait pas, on cherche, hein. Il y a énormément de choses qu'on peut trouver sur Internet, comme par exemple ce fameux mode surbrillance qui permet de mettre en évidence l'enseignant. Mais voilà, moi, en tout cas, quand vous jouez avec vos élèves à Minecraft, hein, quand vous faites une activité avec Minecraft, changez de posture. Vous ne pouvez pas tout maîtriser dans le jeu. Et n'hésitez pas à aller chercher en fait et à demander à vos élèves. Hein, ils seront super contents de vous expliquer telle ou telle chose. Il y en a qui utilisent beaucoup le chat pour activer des modes, hein, donc des petites astuces comme ce mode surbrillance, etc. Hop, voilà. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour, hein. Je vois qu'il y a des javelots qui sont lancés. Alors, bah, plus on a d'élèves, je vois qu'il y a des éléments du tableau périodique. Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je vous montre. Pour aller, je vois qu'il
Il y a Balbuto qui tire sur des ballons de baudruche. Pour ce fameux mode, s'il y a des profs de sciences dans le secondaire, il y a en fait un constructeur donc dans l'inventaire. Si vous tapez éléments, il y a un constructeur d'éléments qui est ici, donc un petit établi. Et quand vous placez ce constructeur d'éléments, ici par exemple, ah non, je ne peux pas le construire là, hop, parce que j'ai été bloqué cette zone. Voilà. Et bien du coup, en faisant un clic droit, vous voyez que ça ouvre le fameux constructeur d'éléments. Si je viens ajouter un proton, bah, du coup, ça ne me met rien. Si je viens ajouter un électron, ça me crée de l'hydrogène. Si je mets 2 électrons, ça ne me crée rien. Hop, 3 protons, il faut que j'ajoute un neutron pour créer de l'hélium. Et de cette manière, c'est en fait comme ça, j'ai eu l'occasion de le faire 2 ou 3 fois avec mes élèves de 3e secondaire. En fait, je leur avais demandé dans une activité évidemment un peu plus construite, mais je leur avais demandé d'essayer de comprendre un peu comment sont établis comment est classé en fait ce tableau périodique. Et c'est là où ils ont pu déterminer que c'était le nombre de neutrons qui importait, que le nombre d'électrons était toujours égal au le nombre de protons pardon, qui importait, que le nombre d'électrons était toujours égal au nombre de protons dans le tableau périodique. Et puis après, il y avait un petit calcul à faire pour le nombre de neutrons, etc. Ça va? Donc voilà une méthode qui permet de venir créer des éléments chimiques et qui ravit évidemment les professeurs de sciences. Et voilà, moi je pense que, vu le temps, je vais pas aller plus loin dans mes explications. Il y avait peut-être une dernière chose, hein, sans évidemment vouloir vous noyer, une dernière chose que je voulais vous montrer qui peut éventuellement être intéressant, c'est l'utilisation, sans trop rentrer dans les détails. En fait, il y a une vidéo dans le guide qui est très bien fait. Sans trop rentrer dans les détails, en fait, c'était vous expliquer comment venir empêcher un élève. Vous voyez ici mon tableau, en fait, je ne peux pas le casser, donc en fait, j'empêche mes élèves de le casser. Or, le bloc ici à côté, je peux le détruire. En fait, la petite astuce, c'est que dans le jeu, il y a des blocs euh, qui sont, bah, j'en ai un ici, qui sont des blocs d'autorisation, qui est un bloc de refus. Donc, c'est un bloc qui ressemble, il faut que je me mette en mode hop, constructeur, évidemment. C'est un bloc qui ressemble à ceci et qui empêche les élèves de venir construire, enfin détruire et construire au-dessus de ces blocs. Je vous explique tout simplement. En dessous du tableau, vous ne le voyez pas ici, mais pour empêcher mes élèves de casser les tableaux, parce que le problème c'est que bah, quand vous écrivez un truc dessus et qu'un élève vient pour casser, eh bien du coup il faut remettre le tableau et tout réécrire, donc ce qui peut être ennuyant. En fait, sous le tableau, je suis venu placer des blocs comme ceci, qui sont des blocs pour empêcher l'élève de détruire ce qu'il y a juste au-dessus. Détruire et construire, ça va? Après, vous le masquez et ça permet bah, évidemment d'empêcher cette construction, cette destruction de tous les éléments qui sont placés au-dessus du bloc. Il y a d'autres blocs qui permettent d'autoriser certaines parties, etc. Mais je vous laisserai, si ça vous intéresse, en tout cas, regarder la vidéo sans trop évidemment rentrer dans les détails pour ne pas noyer les plus débutants d'entre nous. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, certains ont déjà placé certains blocs, etc. Je ne sais pas, Adèle, s'il y a des nouvelles questions dans le chat. Pas de question, mais Jérôme précise qu'il n'y a pas de fonction annulée malheureusement sur Minecraft. Ouais, c'est ça. Alors j'ai essayé le fameux CTRL Z, mais non, ça ne fonctionne pas. Donc si vous cassez quelque chose, eh bien vous le replacez ou alors vous trouvez une petite astuce pour empêcher vos élèves de casser des blocs, comme je viens de vous montrer, comme c'est mieux expliqué encore dans le guide. Ça va? Euh, alors le moment où évidemment tous les élèves font Oh, c'est le moment où vous décidez que l'activité est terminée, vous sauvegardez, vous quittez le monde expulsant évidemment tous les joueurs du monde et pouvant recapter l'attention. Ça va? Tout ce qui a été construit par les joueurs se retrouve sauvegardé une fois que vous quittez le monde. OK? Je vais revenir
hop, au webinaire. Et ici s'achève cette explication à la fois de Mooncamp et de Minecraft. Et c'est le moment où je vais vous laisser la parole ou par écrit. Donc là, j'ai un œil sur le chat. Donc si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Adèle, on peut peut-être partager les différents liens de ressources comme les 2 digipads. Euh, Il n'y a plus que 24 essais, Guillaume, mais ouais, effectivement. Si un joueur est déconnecté pendant l'activité, il peut se reconnecter. Oui, donc si un joueur voilà, sort de l'activité, ne tracassez pas, il peut revenir. En fait, vu que c'est vous enfin, c'est l'enseignant qui héberge le monde, c'est à partir du moment où c'est l'enseignant qui quitte le monde, tout le monde est expulsé. Mais si un joueur quitte par mégarde, bah, il récupère en fait l'intégralité du monde. Il faut juste qu'il rejoigne à nouveau. Dans le chat, Adèle vous a mis 2 digipads qui reprennent tous les deux des informations, des ressources sur Le les 2 guide se sujets. trouve dedans, par Et exemple. le guide se trouve dedans, par exemple. Donc, un premier digipad sur Minecraft, un deuxième sur Mooncamp qu'il faut encore que je complète. Je pense que je ferai ça ici après le webinaire. Mais quand vous vous rendez sur ces 2 digipads, hein, vous avez sous la forme de colonnes plusieurs choses. Des supports pédagogiques avec un accès. Alors, l'accès à la présentation, c'est pas celle-ci, c'est une ancienne présentation que j'ai faite. Donc, je vais réactualiser pour remettre cette présentation-ci en plus. Euh, un- une autre présentation faite cette fois-ci outre-Atlantique, ça a été fait au Canada, mais il y a des éléments super, enfin très intéressants dedans. Un exemple de document pédagogique que j'ai déjà pu donner à mes élèves euh, sur l'utilisation de Minecraft, comme ça peut vous donner des idées. Le téléchargement du guide, quelques capsules vidéo, comme des webinaires qui ont déjà été donnés il y a quelques années sur Minecraft, des articles de presse que je trouve intéressants. D'ailleurs, alors je ne l'ai pas mis dans les articles de presse, mais j'ai vu récemment que 3 Belges avaient reconstruit l'intégralité du parc Paradisa dans Minecraft avec une précision assez fabuleuse. Donc je vous conseille en fait de regarder cette courte capsule vidéo, mais qui montre aussi l'étendue de Minecraft, hein. C'est 3 Belges passionnés de Minecraft qui sont rendus sur place, qui ont pris des photos, qui ont fait des plans, etc., et qui ont reconstruit, allant jusqu'au bruitage sonore, l'intégralité du parc pour avoir une immersion la plus totale. Euh, il y a la ville de Liège qui avait été reconstruite aussi. Voilà, différents articles de presse, des petits défis hein, sous la forme de documents Word qu'on peut donner à ses élèves euh, pour débuter. Ça va, ça peut donner des idées. D'autres trésors, ici, j'avais trouvé une bibliothèque des blocs Minecraft en version PNG avec des fonds transparents pour illustrer vos cours. Et toute une série de capsules vidéo qui reprennent chacun des points que j'ai expliqués ici. Donc, comme ça, vous pouvez regarder ça calmement si vous avez raté des infos. Ça va. S'il y a d'autres choses, évidemment, je compléterai. Sur le téléchargement du guide, hein, je ne savais pas où le mettre, mais du coup, le monde dans lequel on vient d'être plongé se trouve en fait ici. Donc, il suffit simplement de télécharger ceci, de l'importer dans Minecraft, dans votre version de Minecraft Éducation, pour avoir accès au même monde que celui qu'on a été, sans évidemment toutes les modifications et tout ce qu'on a cassé ici dans le partage de monde. Donc vous récupérez la version vierge de ce qui a été fait avec les PNJ, les dialogues, les tableaux, etc. Ça va? Comme ça, bah, ça vous donne, si vous avez envie de vous lancer dans une base lunaire, ça vous donne déjà un premier camp d'entraînement où vous pouvez emmener vos élèves. C'est toujours mieux de construire une station sur la Lune dans un truc qui ressemble à la Lune plutôt qu'une plaine verte. Donc voilà, n'hésitez pas. Et s'il y a d'autres ressources que vous avez à mettre dans le chat, n'hésitez pas à les mettre. Moi, je regarderai ça attentivement et j'irai rajouter ça dans le digipad. Et deuxième digipad, c'est consacré plus particulièrement au projet Mooncamp, où là, bah, vous retrouvez une explication du projet. Axé beaucoup ici sur Tinkercad, hein. Il y en a qui posaient des questions sur Tinkercad. Il y a des fiches pédagogiques qui ont été créées et il faut ici que je complète après le webinaire les différentes rubriques euh, voilà, pour vous donner encore plus d'infos sur le projet. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des dernières choses, je ne sais pas si Adèle dans le chat a pu lire des éléments en plus. Toujours pas d'autres questions. Jérôme propose de refaire Mars, si tu veux, dans Minecraft.
Ouais, on peut, on peut refaire Mars. D'ailleurs, vous allez voir que dans le guide, il y a un monde qui ressemble plus ou moins à Mars où on peut recréer un rover sur Mars. Donc, Ah, il l'a mais fait, on peut. pardon. Il l'a fait. Tu l'as fait? Eh ben, Je parlais au ok, futur, mais super. Ah oui, c'est au besoin, j'ai refait Mars. Ouais. J'ai refait Mars. Top. Bah, du coup, ouais, ça peut être intéressant parce que du coup, si ici on parlait de la Lune, mais on peut très bien aller voir un peu plus loin et aller implanter une station sur Mars et donc avoir un décor de Mars. Donc c'est intéressant. Donc pour ceux qui Euh, veulent participer au projet MoonCamp, en fait, on peut choisir la planète qu'on veut maintenant. Initialement, c'était Mars, c'était la Lune, comme le nom l'indique, mais si le Mars, qui est encore plus complexe à vivre, vous tente, vous êtes les bienvenus. voilà. Et puis on peut même aller créer une station flottante, comme une station ISS dans l'espace. Mhm. Si vos élèves ont envie de créer quelque chose sur Jupiter, ben, c'est intéressant d'aller voir que sur Jupiter, le sol n'est pas le même que sur la Terre ou sur Mars. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Eh ben voilà, ben Adèle, en tout cas, vous remercie. Et moi aussi pour votre participation, pour avoir pris pour pas mal d'enseignants du temps sur vos congés pour nous suivre ici sur ce webinaire, en espérant ben, vous avoir donné quelques pistes. Encore une fois, on le répète, n'hésitez pas à nous recontacter après le webinaire dans quelques jours ou à la rentrée, pourquoi pas, voilà, pour avoir d'autres infos, pour avoir un accompagnement un peu plus personnalisé. Si vous avez envie ben, du coup de tester Minecraft Éducation dans les mails, dans le premier mail que je vous ai envoyé, vous avez une adresse mail qui vous permet de le faire, donc n'hésitez pas. Et voilà. Et moi, je vous remercie tous infiniment pour votre participation.